Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce 23e épisode du Devoir de tout dire et du droit de savoir avec Jean-Pierre Coq, puisque nous sommes sur son dossier actuellement santé publique, bien commun, nanomédecine, la servitude érigée en raison d'État. À l'épisode précédent, nous parlions du premier dossier, une gouvernance mondialiste pour altérer jusqu'à l'âme humaine. Rien n'est caché, tout est public. Donc nous sommes en train de poursuivre ce dossier dans ce nouvel épisode. Merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne avec derrière moi les ouvrages suivants. Corinne Lalo, Fausse pandémie, vrai mensonge. Les deux tomes de Jean-Michel Jacquemin-Rafestin, Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, tome 2, tome 3. L'intégrale de Serge Monast et Quand les masques tombent de Jérémy Mercier. À ma droite, Société du chaos organisé de Richard Durastant. Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples et Ondes et fréquences de Luc Vervlit. Santé et liberté en danger. Corinne Lalo, Les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas. Et enfin, Pierre Matt, l'agenda 2030, je le rappelle. Donc, je précise à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mon invité. Je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je n'appartiens à aucun réseau. Donc, je ne suis pas du franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit. Je rappelle bien sûr que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Et donc, je vous dis à tout de suite. On relaye, on informe, on éveille. On lit leurs travaux, on écoute leurs interventions. Bonsoir Jean-Pierre. Bonjour Nicolas. Merci d'être présent pour ce 23e épisode du Devoir de tout dire et du droit de savoir. Donc, je rappelle que l'épisode précédent, tu nous avais parlé du fameux dossier, donc une gouvernance mondialiste pour altérer jusqu'à l'âme humaine. Rien n'est caché, tout est public. Donc, nous avions euh, conversé sur les principes, notamment des cours des comptes, de l'économie, etc. Donc là, Oui, nous je suis un nous peu... étions arrêtés vers la page 34. Donc, je vais te laisser nous faire un bref rappel de ce qu'on a traité à l'épisode précédent avant d'enchaîner. Ok. Ben, écoute, je te remercie à nouveau pour ton invitation. C'est vrai qu'on avait vu à peu près presque la moitié du dossier. Bon, concrètement, je suis un ancien visiteur médical. J'ai passé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique, 20 ans dans la filiale France du Merck américain, Merck & Co, hein, Ivermectine, Gardasil, Vioxx et d'autres choses. Et que j'ai une formation académique médicale. J'ai été soignant pendant 3 ans, j'ai fait fonction d'infirmier. Et puis en 2022, je me suis formé à la sophrologie. Donc voilà un petit peu l'idée. Comme je le rappelle et qu'on le rappelle souvent lorsqu'on fait des interventions, en ce qui concerne les dossiers, c'est toujours dans le cadre de la loi Sapin 2, la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, cette loi Sapin 2, suite au Mediator qui a mis un cadre légal, n'en déplaise à certains, en ce qui concerne les droits et devoirs, les obligations du statut de lanceur d'alerte, et surtout les différents niveaux de paliers, parce qu'il y a tout un processus que chacun pourra regarder dans le défenseur des droits. Donc avec Virginie, mon épouse, on est palier 3, diffusion publique. Et suite à cette loi, donc cette loi Sapin 2, il y a eu pour les pays de l'Union une directive européenne 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, qui effectivement porte aussi sur le statut et la protection du lanceur d'alerte, mais destiné aux pays de l'Union.
Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse en me présentant rapidement et en rappelant ces éléments-là parce que Justement, Jean-Pierre, je présente le guide qui fait 51 pages. J'en ai d'ailleurs fait une lecture audio, donc il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube dans l'onglet playlist et de regarder d'écouter toutes les lectures audio. Il y en a une soixantaine. Donc vous trouvez le guide pratique que j'ai lu. Ça fait à peu près 1 heure et quart, 1 heure et demie de lecture au total. Et voilà, tout est là, tout est expliqué. Voilà, le défenseur des droits et la loi Sapin 2, entre autres. Voilà. donc chacun pourra regarder ou pas et vérifier que le statut légal de lanceur d'alerte a des contours et a des éléments qui sont effectivement très, très précis et très intéressants et beaucoup de personnes pourraient s'y référer et être protégées par ce statut-là en fonction d'eux. Donc ça, c'est un élément qui est important. Là, c'est le guide 2023, mais nous, on fait référence aussi au guide de 2018, parce qu'il faut savoir que de temps en temps, il y a non pas une réécriture, mais les lois évoluent, puisque entre-temps, en 2022, je crois qu'il y a eu la loi Wasserman. Virginie en avait parlé déjà. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On aura d'autres occasions pour pouvoir à nouveau repréciser si besoin tous ces éléments-là, mais la première démarche est toujours de prendre connaissance de l'information parce que des fois, les gens peuvent dire des choses qui sont fausses et on peut y répondre lorsqu'on a lu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que les dossiers de lancement d'alerte qu'on a fait avec Virginie, donc il y a 13 dossiers, c'est vrai que c'est 2500 pages. Et donc, merci à nouveau de pouvoir nous laisser la possibilité de manière séquentielle, de pouvoir en parler et pour les présenter de cette façon-là. Ces dossiers ont été réalisés dans un cadre technique, on va dire, académique, professionnelle, que les journalistes connaissent bien, puisque c'est la méthode QQ au QCP. En fait, c'est une technique d'analyse contextuelle. En quoi c'est intéressant et c'est important? Parce que ça permet de se poser les bonnes questions et de comprendre quelle est la problématique et d'y répondre plus efficacement. Donc, il est vrai que nous, on a démarré sur le point de départ, sans y revenir, le dossier zéro, l'usage illégal de la fonction, enfin des fonctionnaires de l'éducation publique auprès d'un public d'enfants qui ont exercé un métier du Code de santé publique, un métier réglementé qui s'appelle le métier de la visite médicale. Voilà, ça a été notre point de départ et puis j'irai pas plus loin. On a développé un certain nombre donc, de recherches, toujours sourcées, qui est toujours dans le cadre factuel du lancement d'alerte, c'est une obligation, selon cette méthode qui permet, avant d'y répondre, de déjà dresser les contours. Euh, c'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est quand, c'est comment, c'est pourquoi. Et après, effectivement, on peut partager de manière factuelle les informations complètes que chacun peut prendre connaissance de manière objective, puisque ce sont des faits. Et ce cadre-là est essentiel. Pourquoi? Parce que les faits, c'est des réalités. On n'est pas sûr, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on y croit, on n'y croit pas. Et donc, du coup, prendre connaissance de cette information-là, ça permet véritablement à chacun de pouvoir identifier des détracteurs, en fait, qui disent des choses fausses, qui mentent, qui trichent, ou aussi pouvoir leur répondre. Et dans ce cadre on va dire, de guerre informationnelle, ça permet aussi d'identifier la désinformation, en fait. Donc voilà, je ferme juste la parenthèse sur ces éléments-là. Et puis, c'est vrai qu'on s'était arrêté à la page 34. La page 34 du dossier, c'est la substitution des médicaments, une banalisation normative. Et avant d'y aller, je voudrais juste très rapidement remettre de quoi on a parlé initialement. L'importance des définitions et des termes pour bien savoir de quoi on parle. Donc, il y a eu énormément, effectivement, de termes qui ont été regardés lors de la première émission et qui portent effectivement sur quand une personne, un individu, et qu'est-ce qu'on doit vraiment garder à l'esprit par rapport à ça. La précision, parce qu'un mot peut avoir en fonction du contexte et surtout énormément de définitions. Et dans les textes législatifs ou les réglementations, si on voulait vraiment parler d'un individu, donc d'un être humain, on pourrait dire, on pourrait dire on pourrait en parler de manière beaucoup plus précise que de dire une simple personne qui peut être physique, morale ou avoir d'autres éléments.
Donc, ça, c'est la première chose qu'on a vue. Après, on a regardé effectivement les déficits sociaux de la sécurité sociale. Donc, on verra qu'au fur et à mesure de cette émission, on va aborder un certain nombre de textes, de lois. Bon, j'irai pas en profondeur. L'idée, c'est souvent les intituler les grandes lignes. Et puis après, c'est important parfois si on a le temps de les lire. Et en ce qui concerne les déficits sociaux et la sécurité sociale, eh bien, on a en fait toute une cascade qui est relativement simple, hein, puisque on a vu qu'en 1893, on a une loi du 15 juillet qui permet de parler de l'assistance médicale. Donc, globalement, ce qu'il faut garder, c'est de la gratuité des soins à l'hôpital, à domicile pour les malades privés de ressources, et qu'en 45, le 4 octobre 45, on a une ordonnance qui, en fait, crée la caisse primaire de sécurité sociale. Donc, l'idée étant effectivement de pouvoir centraliser de manière unique, euh, je dirais, tous les éléments liés à la sécurité sociale pour tous. Et parallèlement, euh, le 9 octobre, donc quelques jours après, 5 jours après, il y a eu la création de l'ENA, donc l'École nationale d'administration, ainsi que la création des instituts d'université, dits instituts d'études politiques. En fait, c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a un corps d'État qui s'est mis en place, et ce corps d'État, il était là pour faire vivre et développer tous ces éléments liés à la sécurité sociale. Et donc, on ne peut pas dire, quand on parle de déficit de sécurité sociale, que la structure, les organismes de formation et les personnes en termes de formation qui devaient s'en occuper, hein, qui s'en occupent toujours, les hauts fonctionnaires de l'État, même si l'ENA a disparu, je crois en 2022, les éléments n'étaient pas là. Donc, comment on peut expliquer des déficits en permanence? Comment expliquer les plans de loi de financement de la sécurité sociale? Comment expliquer ces éléments-là par l'erreur ou l'incompétence, alors qu'on a au plus haut niveau de l'État une création en parallèle pour des gens qui sont super bien formés et dont c'est le job. Donc, c'est une première interrogation qu'on peut effectivement se poser. Et ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que, et là, il faudra peut-être mettre le document, c'est qu'il a fallu attendre 34 ans avant qu'il y ait une commission des comptes sur la sécurité sociale. Alors ça, c'est quand même pas banal, parce qu'en fait, attendre 34 ans, alors que quand on regarde notamment en page 6, on se rend compte que la masse budgétaire, le financier lié à la sécurité sociale en 45 est énorme, et qu'il est dit même en page 6 que les dépenses de protection sociale en 2008 étaient une fois et demie le budget de l'État. Alors, comment on peut laisser 34 ans après la création de la caisse primaire de sécurité sociale avant de créer une commission des comptes pour voir qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça, c'est quelque chose qui devrait interpeller tout le monde. Donc, une erreur, une incompétence, a priori, Ne chacun leur peut. pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est ce qu'on Oui, il y a, pourrait. il y a- il y a- il y a un petit peu, il y a un petit peu de ça. Ce qui est intéressant aussi sur sur les éléments qui sont liés à la sécurité sociale, c'est qu'initialement, c'était très paritaire. En fait, il y avait des représentants des travailleurs élus, c'était, enfin, paritaire, non, c'était les 75% de représentants élus des travailleurs relevant de la caisse qui étaient là pour gérer cette caisse de sécurité sociale, et un quart seulement étaient les représentants des employeurs. Et puis, dans l'évolution, au moment où on a fait les dossiers, j'ai regardé les éléments. En fait, on est passé de trois quarts de travailleurs, un quart d'employeurs. On est arrivé à 35 membres, et on a 13 représentants des assurés sociaux, 13 représentants des employeurs. Donc déjà, pouf, on est en parité 50-50. C'est plus 75-25, c'est 50-50. Et puis, se rajoutent 3 représentants de la Fédération nationale de la mutualité française. Alors, historiquement, il faut savoir que la mutualité française, au départ, la création de la sécurité sociale, ça ne lui plaisait pas, en fait. Quand on regarde historiquement ce qu'il en était, bon, là, il rentre dedans. Bon,
à voir. Se rajoutent 3 représentants d'institutions qui interviennent dans le domaine de l'assurance maladie et qui sont désignés à l'époque des dossiers par le ministre chargé de la sécurité sociale. Donc, il y a 3 fédérations, voilà, Fédération nationale des accidentés du travail et du handicap, il y a l'Union nationale des associations familiales, il y a l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé. Donc, pouf, ça se rajoute. Donc, on s'éloigne encore des 75, 75 élus et représentants qui devaient initialement et qui initialement géraient la caisse primaire de sécurité sociale. Et puis, il y a 3 autres acteurs qui bouclent les 35 membres. Et dans ces 3 autres acteurs-là, vous regarderez dans les dossiers, il y a un certain nombre d'éléments d'information. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, ce sont ces éléments euh, dont peu de gens, en dehors de ceux qui gèrent les caisses, ou qui en font partie, ou qui ont travaillé dessus, ont de l'information. Mais au niveau du grand public, c'est essentiel de comprendre ça. Parce que sinon, quand on laisse déjà, c'est un flux monétaire dont on n'a aucune visibilité pendant 34 ans. Et à un moment donné, en fait, on se rend compte que, eh bien, comment je pourrais dire ça? On rentre dans une cascade ininterrompue de déficit. Et là, ben, On c'est parlait difficile. déjà on parlait déjà de la loi du 3 janvier 73, Pompidou-Rothschild. Donc ça a été, on va dire le commencement du déclin, heu, orchestré par le système, et nous sommes 53 ans plus tard avec, justement, bon, l'histoire de la dette et puis, le fait que nous avons des commissions, on a ce que De Gaulle appelait les fameux comités Théodules, c'est-à-dire qu'on a des institutions qui, sont plus ou moins fictives, qui, ont, des emplois plus ou moins fictifs, et quand on demande des comptes, comme on le fait là à travers cette émission, on voit que déjà, 34 ans avant, après avoir créé le truc, on commence à faire des contrôles et cetera. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Là, il faut voilà, le glossaire déjà des comment on appelle ça là? Des sigles, ça on est champion du monde pour ça. ACOS, CADES et cetera et cetera. Voilà, ça on adore faire des trucs comme ça, des une sorte de technocratie administrative, voilà. Et donc on a cela. Donc ce dossier-là sera disponible pour, les auditeurs, par mail directement, pour ceux qui le souhaitent, hein. Je mettrai tout en description, en commentaire épinglé. Et donc justement par rapport au dossier, que nous sommes en train de faire, d'analyser, donc on était resté à la substitution des médicaments, une banalisation normative. Absolument. Alors, normative, je rappelle, adjectif qui a les caractères d'une norme, d'une règle, qui fixe, prescrit une norme. Et la norme, ça vient du latin norma, qui est l'équerre, la règle, désigne un état habituellement répandu, moyen, considéré le plus souvent comme une règle à suivre, terme générique qui désigne un ensemble de caractéristiques décrivant un objet, un être qui peut être virtuel ou non. Tout ce qui entre dans une norme est considéré comme normal, alors que ce qui en sort est anormal, le A de privatif. Ces termes peuvent sous-entendre ou non des jugements de valeur. Voilà. Je rappelle que dans vos dossiers, que ce soit toi ou Virginie, la caractéristique des dossiers, c'est la sémantique, c'est la pédagogie et le vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire. Donc, ce qui fait que, j'allais dire, vous êtes un peu l'alternative du dictionnaire à l'ancienne, entre guillemets. Et donc, c'est assez appréciable parce que ça permet de remettre les vrais mots, les vrais contextes et la vraie définition d'origine. C'est-à-dire que, par exemple, au-delà du terme complotiste ou anti-vax qu'on utilise aujourd'hui comme un sobriquet à tire-larigot, eh bien, on voit, que là, on remet des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais parfois, on ne sait plus les définir parce qu'elles ont été tellement dévoyées par l'état profond et par la langue orwellienne que c'est bien de les remettre, là où ils étaient au départ. Voilà, je te laisse reprendre. Mmh. Mmh. Alors, il y a une citation comme ça de Plutarque qui est intéressante, qui dit que tu penses pouvoir réprimer l'injustice et la cupidité de tes concitoyens par des lois écrites.
mais celles-ci ne diffèrent en rien des toiles d'araignée. Elles garderont captifs les plus faibles et les plus petits de ceux qui s'y feront prendre, mais les puissants et les riches les déchireront. Bon, la source, j'ai bien aimé, Ah je oui, regarde de temps en temps c'est Plutarque. toupi.org. Heu, c'est intéressant parce que ça touche, aux lois C'est toujours d'habilitation. d'actualité. C'est Mmh, toujours d'actualité. Ouais. mmh. Ça touche aux lois d'habilitation et c'est un élément qui est important. Donc effectivement, dans ces éléments, au niveau des normes, aussi, on peut se poser la question puisque c'est, obéir à la règle, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal? On obéit à la règle, on est dans une normalité, on n'obéit pas à la règle, on est quelqu'un de au-delà d'être hors norme, anormal. Et il y a quand même quelque chose qui fait penser un peu au diktat, en fait. Un diktat, c'est un mot allemand, ça veut dire dicter, c'est volonté d'imposer par la force. C'est pas inintéressant, peut-être de garder ça en tête. Et puis, Sonia Attias, dans le journal La Croix, en page 20, dit une résistance face au malaise de la société, une volonté d'échapper à ce diktat de l'urgence, à l'immédiateté devenue norme. Donc ça fait un petit peu réfléchir. Et donc, lorsqu'on commence à regarder les normes, ben, obligatoirement, on arrive à la pyramide de Kelsen. Alors, il y a une source, je ne sais pas si tu pourras la retrouver, elle est intéressante sur la pyramide de Kelsen, c'est coursdedroit.net. Qu'est-ce que la hiérarchie des normes? Je l'ai trouvée intéressante, cette source, parce qu'elle est extrêmement détaillée. Elle est extrêmement détaillée parce qu'en fait, c'est la pyramide, et on peut la retrouver facilement sur internet. Elle est même, je crois, dans la banque d'images. Elle est intéressante parce que, dans cette hiérarchie des normes qui est, là structurée, en 7 niveaux, eh bien, on comprend un peu mieux, comment les choses fonctionnent. Alors beaucoup de gens connaissent ça, beaucoup de personnes ont pu, travailler là-dessus. La base, le plancher, dire le niveau le plus bas de la pyramide sont les actes administratifs. Alors c'est pas exactement celle-là, mais, celle-là elle est intéressante aussi. Hem, on la retrouve dans la banque d'images, hein, dans la banque d'images, si on met pyramide de Kelsen, on retrouve ça rapidement. Mais bon, l'idée de cette source-là, c'est que, bon, celle-ci ou d'autres, on retrouve à la base, tout en bas, des actes administratifs, donc des règlements, des arrêtés, des décrets, des circulaires, des directives. Donc c'est très, très bien détaillé, très bien expliqué. Au-dessus, on trouve les règlements. Donc on a, ouais, c'est celle-là, celle que tu as à droite Attends, là. j'essaie de la mettre, Ouais. parce que attends, bouge pas, j'essaie de la mettre. Hop, voilà. Voilà, Alors je je vais pense essayer si on peut d'agrandir. si on peut faire un focus Ouais. dessus, ouais, on pourra, mais Alors, voilà, actes l'idée, administratifs avec, les règlements, les arrêtés, les décrets, les circulaires, les directives, ouais. bah, oui, parce que quand on parle de la sécurité sociale, des déficits et qu'on parle de la santé, tout le monde a bien conscience aujourd'hui que, on a vu une flopée, d'arrêtés, d'ordonnances, de décrets et qu'au bout du compte, il faut quand même regarder la pyramide et regarder à quoi ça correspond. Parce que quand on met un arrêté, il y a différents niveaux d'arrêtés, mais des fois sur la santé, c'est un arrêté ministériel, donc c'est pas la même chose qu'un arrêté administratif. Quand on regarde ce que c'est qu'une ordonnance, on en parlera, et un petit peu d'un point de vue historique ou les décrets, bref. Et il y a des éléments de régulation entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Donc là, cette pyramide-là, la hiérarchie des normes, je la trouve parfaite et je remercie vraiment la personne qui a mis ça, en avant, puisqu'on voit donc actes administratifs très détaillés, les règlements très détaillés, le bloc de légalité, donc ce qui est les lois ordinaires, les décisions du président, les directives européennes. On remonte, hop, sur le on a les principes généraux, on a les principes généraux du droit et de jurisprudence, on a les lois organiques, le bloc de conventionnalité, et donc c'est lié aux conventions, et c'est bien intéressant de regarder les conventions aussi, notamment en santé, quand on parlera peut-être de la loi des MOS et donc la loi anti-cadeau de Xavier Bertrand à un moment donné, et de qu'est-ce qu'il fait que le fonctionnement doit être conventionnel,
puisqu'il y a un cadre qui s'est mis en place. Et puis, on a bien sûr le bloc de constitutionnalité, la Constitution du 4 octobre 58. Donc voilà, gardons en tête cette pyramide-là. Elle est très détaillée. Elle permet, quand on a affaire à des textes, de regarder à quel niveau ça s'inscrit et quelle est l'importance. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et ça permet d'avoir effectivement un regard un petit peu plus pointu. Tout ça toujours pour parler des normes. Et on comprend pourquoi je l'évoque, j'espère, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de lois, de décrets et d'ordonnances dans le domaine de la santé. Donc, je vais pas rentrer dans le détail du pouvoir réglementaire, du pouvoir législatif. Ce qu'il faut garder, c'est que c'est véritablement une révolution juridique en ce qui concerne la Constitution de 58. Pourquoi? Parce qu'au départ, initialement, en fait, le Parlement, sans partage, avait la main mise sur le domaine législatif et le domaine réglementaire sans aucun partage. Et les ordonnances, en fait, dans l'évolution des textes, et c'est toujours intéressant de regarder l'évolution des textes. On ne va pas retrouver ça dans le dossier, c'est juste, je vais aller très vite, mais comme on parle des ordonnances, en fait, dont on a vu les avalanches, ça a été la possibilité pour le gouvernement de pouvoir légiférer de manière temporaire dans le domaine législatif. Donc, je reviens en arrière. Euh, Au départ, le Parlement, il a la main mise sur les règlements et la législation. Avec les ordonnances, en fait, il y a une espèce de délégation qui fait que par ordonnance, le gouvernement peut intervenir sur du législatif. Et il le fait par le biais de la réglementation, en réalité. Et donc ça, c'est très, très intéressant de garder ça en tête, puisque réglementation plus législation, ça permet véritablement de voir comment les choses s'articulent, et je dirais d'une certaine façon à l'abri du peuple, et souvent sans l'aval du Parlement. Bon, il faut savoir que le Parlement peut aussi déléguer des autorisations au gouvernement à un moment donné. Et ces autorisations-là, elles sont liées, semble, si je ne dis pas de bêtises, aux lois d'habilitation. Bref, revenons à notre texte. Donc, le 13 août 2004, on a une réforme de l'assurance maladie et l'objectif est effectivement de l'inscrire dans une politique de santé publique. Et là, on inscrit le générique. Le titre, c'est vraiment la substitution des médicaments à une banalisation normative. Et donc, pour pouvoir en fait développer on va dire sous couvert de gestion des déficits de santé qu'on retrouve dans cette loi-là, eh bien, en fait, on va inscrire le générique dans la politique de santé publique. Et l'idée étant de pouvoir faire, entre guillemets, peut-être des économies, en tout cas d'arriver à gérer les déficits. On a vu antérieurement qu'un générique, ce n'était pas neutre, hein. Il y a des excipients, que ça joue sur la biodisponibilité et qu'il y a eu une réglementation qui a été mise en disant que, bon, en fait, on ne regarde pas si la molécule originale Princeps, de manière systématique, et a bien les mêmes effets, les tenants, les aboutissants et la biodisponibilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle agit de la même façon que le générique. Il peut y avoir des passe-droits à un moment donné. On peut très bien ne pas aller y regarder. Donc, on garde toujours ça en tête et on peut aussi avancer sur ce domaine-là. En 2019, on a une loi de financement de la sécurité sociale, et cette loi, elle est pas neutre, hein, puisqu'elle donne le droit, effectivement, de la substitution du pharmacien. À partir du moment où le médecin ne met pas de mention non substituable. Il existe des Petite dérogations. parenthèse, Jean-Pierre, Oui, c'est une loi qui est passée du 24 décembre. Donc, il faut bien oui, rappeler aussi le contexte. Le 24 décembre, pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est la veille de Noël. Donc, forcément, on peut passer tout et n'importe quoi. C'est les vacances de fin d'année. Donc les gens, bah, ils sont dans les préparatifs pour la bûche, la dinde de Noël, je ne rentre pas dans les détails. Et là, on a une loi numéro 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Je rappelle que l'année suivante, en pleine période de Covid, confinement, etc.,
À peu près à la même date, hein, vers le 20-24 décembre, on a la loi du fichage de tous les citoyens en fonction de l'ethnie, de la couleur de peau, de l'idéologie politique, et cetera. Et d'ailleurs, il y avait eu des manifs devant l'Assemblée nationale et de la répression par les LBD et par les forces de l'ordre. Mais voilà, donc je voudrais juste mettre en exergue 30 secondes. C'est pas seulement la loi et ce que ça va impliquer dans la sécurité sociale, l'économie, et cetera, c'est aussi la date qui est choisie. Parce que souvent, c'est pas des dates comme ça prises en se levant un lundi matin en se disant tiens, qu'est-ce que je vais faire encore pour emmerder les gens aujourd'hui? Eh ben, on choisit une date où personne n'en a rien à faire, c'est-à-dire le 24 décembre, ou la loi du 4 août 2014 pour parler du harcèlement, des périodes où les gens sont à la plage ou en vacances, donc ne vont pas se préoccuper du journal officiel. Déjà que d'habitude, en temps normal, quand les gens travaillent, ils s'en préoccupent pas beaucoup. Mais alors là, la veille de Noël, il n'y a pas mieux pour faire diversion. OK, très bien. Au-delà de ça, le focus, et qu'il faut garder quand même en tête, c'est que souvent quand il y a une loi comme ça qui est promulguée, il y a un délai d'application. Donc ce délai d'application, il peut être variable, hein, ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois. Il faut regarder à la fin des lois, à quel moment et puis qu'il y a toujours c'est sous couvert aussi de du journal officiel. Donc la date, même si elle est comme ça, l'important, c'est de regarder à quel moment c'est applicable et Bien souvent sûr. dans le délai, Mais bon, il y a un savoir petit quand délai. même que des députés se réunissent un 24 décembre pour, penser ça, même si c'est appliqué dans 6 mois, ça c'est quand même révélateur. C'est comme l'histoire du pass sanitaire à 5 heures du matin. Il s'agit aussi, soyons clairs, d'entuber les gens et de faire diversion pour pas qu'ils se rendent compte réellement de ce qui se passe. Parce que les députés sont au service de la nation, au service du peuple français. En tout cas, c'est ce que disent les textes. Et là, on s'aperçoit que finalement, ils s'arrangent entre eux pour nous la mettre à l'envers. C'est comme ça que c'est perçu aussi, quoi. Alors, dans les dossiers, c'est pas là-dessus en fait que, Non, non, mais je sais bien, là, de mon une côté. parenthèse perso, quoi. Ouais, de mon côté, je préfère toujours garder le fil, en fait, puisque, le titre, je me permets de le rappeler, c'est dommage, bon, voilà, c'est la substitution des médicaments, comment on banalise les normes, en fait. Il faut toujours garder ça en tête et quand on donne c'est très bien, hein, de donner un droit aux pharmaciens, il y a pas de souci, mais si on donne un droit de substitution, il faut être sûr que, quand on donne un générique, on a exactement les mêmes effets et on obtient les mêmes résultats, sans avoir des effets notoires ou des effets secondaires. Donc ça correspond à des bonnes pratiques cliniques et que parfois il peut y avoir, on peut pas y, enfin, des dérogations. Donc déjà, quand on parle de substitution, s'il y a des dérogations, il faut s'assurer que la molécule originale, par rapport au générique, a eu globalement toutes les mêmes procédures d'évaluation et que même si le générique est une molécule qui est passée dans le domaine public, elle a les mêmes qualités de sécurité et d'efficacité qu'une molécule qui est enfin, qui est protégée par un brevet, qui est le cas des molécules princeps. Donc c'est ça qu'il faut regarder. La deuxième chose aussi, et comme beaucoup de visiteurs et de visiteuses, médecins et pharmaciens, on a eu vraiment la chance, euh, au fur et à mesure des années, d'avoir leur confiance. En santé, dans le parcours de soins, c'est pas banal. On ne vend pas du yaourt, on n'est pas sur des produits, enfin, pas des produits, on n'est pas sur des substances qui sont sans effet. On est sur des substances actives, sur du principe actif. Donc là, c'est vraiment pas, comment dire, des éléments d'information en lien ou à charge. Il ne faudrait pas qu'on me dise ça sur les pharmaciens et les médecins. Au fur et à mesure des années, j'ai eu vraiment, je pense, développé, comme beaucoup de visiteurs et de visiteuses, je le redis, des relations de confiance et de qualité avec les professionnels de santé, que ce soit les prescripteurs ou que ce soit les dispensateurs en ville comme à l'hôpital, donc les pharmaciens d'officine ou dans les structures hospitalières. Donc l'idée, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir que globalement, on peut dépouiller Pierre pour alimenter Jacques. Pourquoi? Parce que quand on substitue directement, on a une prescription, mais on n'a plus cette relation médecin-malade que peut avoir le médecin.
Lui, le médecin, quand il fait une prescription, en réalité, il choisit, il a l'historique, il connaît le profil de son patient, quel que soit son âge, et en fonction de ce qui se passe dans cette relation éthique, déontologique et confidentielle, qui est important de rappeler, il y a vraiment toute une connaissance de l'information liée au patient. Quand on switch, quand on substitue, on n'a pas cette base de données. On n'a pas cette base de données que peut avoir le médecin en lien avec son patient. Et ça, c'est pas anodin. Il faut aussi, je dirais, en tenir compte. Donc voilà, mais sur la page 35, et on verra par la suite pourquoi je développe tous ces éléments-là entre les normes, entre les choses ne sont pas anodines et pourquoi cette cascade, on peut quand même s'interroger, c'est que dans cette loi de financement et ces dérogations et le fait qu'il faille marquer non substituable de la part du prescripteur, du médecin, pour pas qu'il y ait de substitution, eh bien, il y a un article du Code de santé publique qui dit par dérogation, le pharmacien donc peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance. Donc ça veut dire que non seulement si on ne veut pas que ça soit substituable, il faut marquer non substituable, mais quand on parle de groupe hybride, les premières questions à cette époque-là, quand tu as les dossiers, c'est quoi un groupe hybride en fait, hein, de quoi il s'agit. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, on peut se documenter par rapport à ça, mais le côté hybride déjà n'est pas un mot qui est neutre. Et Bien il a un sûr. sens. Et donc on est toujours dans cette démarche de se dire, regardons le sens des mots. Donc, il y a un jeu dans la rédaction des textes et des lois au niveau des différents codes, puisque il y a un décret, ça peut modifier un article, une loi, un code. Souvent, ça modifie plusieurs codes. Une ordonnance aussi peut modifier des articles de loi, les abroger, donc les supprimer. C'est valable pour les décrets. Voilà. Bref, tout ça est un processus où il y a énormément de modifications. Et quand on veut aller y voir, pour ceux qui n'ont jamais regardé véritablement le détail de comment ça se passe au niveau des intrications des textes légaux et réglementaires, eh bien là, l'idée c'est de prendre sa respiration et puis d'aller directement en fait en page 38 et 39. Ouais, j'étais déjà à page 43, moi. 38 et 39, oui. Voilà, voilà. Ouais, c'est pour Donc montrer toute la sur la page 38, l'idée, et c'est pas à charge, hein, j'ai pris, c'est venu comme ça, l'ordonnance 2018-3 du 3 janvier 2018, puisque au niveau du sujet, j'étais sur la pharmacie, le droit de substitution, l'adaptation des conditions de création, de transfert, de regroupement des sessions des officines de pharmacie. Et en page 39, on regarde ce que c'est, et là, on voit ça. ouais, c'est un truc de dingue, quoi. C'est la synthèse de tout notre système, législatif, et cetera. C'est voilà, c'est une manière de voir, c'est pour ça que j'ai arrêté le droit d'ailleurs. C'est un petit peu, ce genre de page m'a fait comprendre pourquoi je n'étais pas fait pour ça. Parce que c'est non, c'est pas possible, quoi. Créer le code de la santé publique, section 1, Alors, section 2, voilà. je me permets juste, voilà, Ouais, alors ouais, ouais. ça fait peur, hein, ça fait peur. Ah, ça Et fait donc, peur, ouais. quand on parle d'une loi, comment le particulier peut, quand il tombe sur juste une loi, hein, c'est-à-dire que si on regarde, on prend un peu la mythologie ou la Bible, il y avait les 10 commandements, là, on a les 10 millions de commandements, en fait, hein. Je veux dire que donc c'est devenu d'une complexité et d'une lecture où la question de la transparence et de la compréhension se pose. Puisque en fait, ça part dans tous les sens. Et ça, c'est un exemple simple en réalité, mais qui est vraiment représentatif si on veut qu'on ne comprenne pas de quoi il s'agit et qu'on nous décrive un monde complexe qui peut nous échapper, là, là, on est vraiment voilà, sur quelque chose qui alimente la complexité du monde. Or, en fait, on peut arriver à comprendre ce qu'il en est, mais c'est d'une grande difficulté et souvent, voilà, on dit c'est une affaire de Est-ce que spécialistes. Alors non. est-ce que c'est pas voulu aussi pour que le citoyen n'ait pas la curiosité et la patience d'aller chercher les informations?
Ça me fait penser à la phrase de Pasqua. Quand il y a une affaire en cours, quand on est empêtré dans une affaire, on crée une autre affaire dans l'affaire, c'est l'effet des poupées russes. Là, c'est vraiment une forme de poupée russe. Là, je fais pas le compte, mais il y a une trentaine au moins entre modification, transfert, création, et cetera. Voilà, ça rebute d'avance, quoi. Ça écœure le citoyen d'avance et donc c'est le moyen le plus, facile et rapide, bah, de le pourrir, quoi, enfin de le Alors, manipuler et puis de je voilà. je l'idée étant, on a parlé lors de la première émission et ça revient vraiment, c'est, la situation aujourd'hui en santé est même beaucoup plus large que ça parce que, voilà, elle n'est pas arrivée magiquement, elle n'est pas tombée par hasard. D'accord? Il y a tout un processus qui est très long de mise en place et on voit qu'il y a des anomalies, des dysfonctionnements et l'élément santé majeur, c'est 34 ans sans regard sur les comptes. Ça, c'est juste rédhibitoire sur une masse monétaire gigantesque, en fait. Donc, si on veut véritablement, je dirais, bien gérer les choses, c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, ça amène la question de qu'est-ce que ça cache pas simplement le pourquoi du comment, mais euh, il y a des strates, et ces strates-là, en fait, au-delà d'avoir de la transparence, elles sont plutôt dans je dirais, alors je le mets entre guillemets, hein, la non-transparence sur forme de dissimulation, en fait. Mais ça permet en même temps de dire tout et son contraire, et sur un processus long, de pouvoir, en fait, euh, ouvrir des portes que les gens ne connaissent pas et vont subir, et fermer d'autres portes peut-être connues mais qui peut-être sont décidés ou sont, on va dire, des choix de société. Mais les gens, visiblement, les choix de société, de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte que bon, il y a des anomalies, ça dysfonctionne, il y a des choses qui ne vont pas avec lesquelles on n'est pas, on est en désaccord. Si en plus on nous a pas nous a pas demandé notre avis, et si en plus, au-delà de ce Parlement qui avait la main mise historiquement sur les lois et les règlements, bah, en fait, les choses lui ont échappé, et pas que simplement parce qu'il est en conseil restreint, mais que les ordonnances permettent d'échapper à ça, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, un gouvernement peut légiférer par ordonnance, peut intervenir sur la loi par ordonnance. Alors que normalement, la loi et les règlements, je le redis encore, c'est bête, hein, c'est que sous la mainmise du Parlement. Et si on réfléchit historiquement que le Parlement, c'est les représentants ben, des gens, hein, des Français, a priori, il y a un regard précis. Tout ça échappe. Et je trouve que quand on regarde les lois de cette façon-là, la façon dont c'est écrit, voilà, ça ouvre des éléments. Donc, ça revient à de la planification, certes, on fait de la planification, mais c'est quoi l'objectif? Et si on s'intéresse à l'objectif, on peut se poser toujours, et on doit se la poser, la question de la préméditation, surtout quand ça dysfonctionne, et surtout quand il y a des anomalies. Quand ça se passe bien, pas de problème. Est-ce que vraiment ça se passe bien? Voilà. Après, en ce qui concerne les RIC ou le côté, on interroge la population, voilà, quand on regarde les lois, on voit que, en fonction des sujets précis, qui va comprendre ça s'il n'est pas du domaine? Et combien de temps ça prend pour comprendre? Pour vraiment, voir toutes les modifications, les abrogations et ce qui a donc été remplacé. Donc voilà, je voulais juste, Alors, de faire manière un peu une petite rapide. grosse digression. Alors justement, quand l'État place le médicament dans une consommation courante, parce qu'un chapitre qui est très intéressant, c'est sur l'automédication. Le médicament devient un produit de grande consommation, c'est-à-dire qu'on sort du domaine, on est vraiment dans quelque chose d'autre. On est dans quelque chose d'autre, d'autant plus que, à un moment donné, il y a quand même, en 2007, les Français, ils veulent pas les drugstores américains, hein. C'est-à-dire, on va faire ses courses, on prend, la nourriture, mais éventuellement des médicaments et puis on arrive à la caisse, on paye tout ça et on rentre chez soi.
L'idée, c'est pas ça, puisque de toute façon, la pharmacie d'officine, c'est 3 piliers, hein. C'est un monopole de délivrance, c'est la détention d'un capital de pharmacien, et puis c'est des règles d'installation. Donc on a vraiment quelque chose, le quatrième pilier étant vraiment le côté groupement et enseigne. Donc du coup, là, c'est carrément la rupture d'un monopole de délivrance qui fragilise en fait toutes les officines de ville, tous les pharmaciens de ville, puisque on passe de l'autre côté. Et on n'est plus toujours dans la démarche du soin et de la santé, mais en fait, ça place l'automédication, et on va le voir par la suite, ça place le médicament dans de la consommation courante. On n'est plus dans un parcours de soins, on est dans un parcours de consommation où la publicité, grand public, pour des médicaments sans ordonnance, ou le packaging ou le prix des éléments marketing, tout ça va attirer l'œil et qui dire que là, voilà, on va choisir ça, on va choisir ci, et on n'est plus chez le médecin avec une situation qui nécessite actuellement un traitement et un médicament. Là, on va faire ses courses, je dirais quasiment, je dirais au supermarché à un moment donné. Et donc, Roselyne Bachelot, qui a été visiteuse, mais qui est pharmacienne, à l'époque, là, quand elle était ministre de la Santé et de la qualité des soins, carrément, elle exprime, alors qu'elle est pharmacienne, hein, il faudra être convaincant pour justifier des situations de monopole qui, dans leur principe, représentent bien des formes de privilèges. Donc là, cette parole, elle n'est pas anodine parce que, alors qu'on a un cadre qui permet effectivement d'aller du médecin au pharmacien et qui est un cadre bien réglementé, là, en fait, on dépasse ce cadre-là. Pour la santé et la sécurité des personnes, c'est des questions quand même auxquelles on peut se poser. Et le 30 juin 2008, on est en page 43, eh bien, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot-Narquin, qui est un gouvernement Fillon, autorise le libre accès au public dans une officine de ville pour des médicaments listés non remboursables. Donc, c'est ce qu'on appelle à un moment donné, c'est l'OTC, c'est over the counter, c'est-à-dire par-dessus le comptoir. Et quand on va dans une officine, avant, il y avait effectivement le comptoir avec le pharmacien, les préparatrices, et puis derrière, la machinerie qui permettait, avec la prescription ou sur un rôle conseil, de délivrer du médicament. Là, maintenant, on rentre et on a toute une phase, tout un espace, en fait, qui est libre, qui est en accès libre. Et c'est après, au niveau du comptoir, que les informations sont données. Mais on n'est plus vraiment dans le même cadre, en fait, d'un parcours de soins où les choses sont bien calées, bien calées dans le rôle de chacun. On est déjà dans une consommation. Et c'est ça qu'il faut voir, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au fur et à mesure, on quitte le soin et on arrive à quelque chose qui est plus du domaine de la société de consommation. Et en page 44, c'est assez intéressant parce que du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit une campagne. Là, une campagne, en fait, parce que la campagne, elle est après, l'aide du pharmacologue. Bon, c'est un référentiel. Le médicament n'est pas un produit comme les autres. Bon. Bah, le médicament n'est pas un produit comme les autres, mais quand on utilise le mot produit, et alors qu'on parlerait de substance, si on prend la définition du médicament, on n'est plus du tout dans le même domaine, en fait. Il y a une espèce de glissement sémantique qui fait qu'on n'est plus sur une substance acquise à visée thérapeutique, on est sur un produit. Mais on dit que c'est un produit qui n'est pas comme les autres. Donc là, quand on met qu'on met bout à bout ce glissement qui fait que maintenant on peut faire un choix d'un individu qui va faire un choix quand il rentre, lui directement sur des substances actives et qui après aura l'information par rapport à des professionnels de santé. Voilà. Là, on est dans un parcours qui n'est plus vraiment un parcours fléché comme on le connaissait à l'ancienne. Et c'est cette dérive-là qui est intéressante. Cette dérive-là, elle est toujours sous couvert en fait des déficits, de la gestion des déficits. Donc, on prend du recul par rapport à l'efficacité, la qualité du parcours de soins, donc le malade. Et en fait, le malade, le patient, devient plus un consommateur
qu'un patient. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus un patient, mais on le raccroche à quelque chose qui est un peu lié à une société de consommation. Et c'est intéressant sur la gestion des déficits parce que je regardais une source là de l'ADRI. Alors, elle est pas dans le dossier, mais l'ADRI, c'est la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. En fait, c'est un service statistique ministériel dans le domaine de la santé et du social. Donc, on regarde globalement les comptes et les ventes, en fait. Et on se rend compte que en 2014, l'ensemble des médicaments en milliards d'euros, on était effectivement à 20 milliards. Qu'en 2019, on est à 21 milliards et qu'en 2023, on est à 27. Donc, après, il faut faire la part des choses de ce qui est remboursé, de ce qui n'est pas remboursé. On regarde tout ça, mais on voit que globalement, le marché, il a grandi, quoi. C'est-à-dire que la création du générique n'a pas fait que diminuer en fait, des médicaments de prescription, mais a augmenté en fait, le pool marché euh, de la vente de médicaments. Donc, dedans, en fait, on peut toujours regarder est-ce que ça permet de réguler les déficits. Quand on regarde par la suite la cascade des lois de financement de la sécurité sociale, on se rend compte que les déficits, ils ont toujours été présents. Mais comme ils ont déjà été grévés, à un moment, ou grévés ou pas, ou en tout cas, on ne savait pas ce qui se passait pendant 34 ans, qu'on a toujours des hauts fonctionnaires qui, normalement, eux, sont au fait d'identifier et de prendre les mesures, d'identifier les problématiques et de prendre les mesures pour que globalement, ça ne soit pas simplement on améliore les déficits, mais on les régule et on fait en sorte qu'il n'y en ait plus. En fait, au fur et à mesure, ces déficits-là et ces cascades-là n'ont fait qu'augmenter. On est arrivé, je crois que les perspectives en 2029, c'est si on ne resserre pas encore la vis au niveau gens, on va dire, hein, en tout cas, on va dire des dépenses, je crois qu'on arrive à 33 milliards d'euros de déficit pour la sécurité sociale. Donc, en fait, les choses ne s'améliorent pas, elles s'aggravent. Donc, là, quelque part, à un moment donné, il faut s'arrêter, se poser la question et se dire, bon, qu'est-ce qu'il en est On a les outils, on a les bonnes personnes, il y a eu une vacuité de 34 ans, et au fur et à mesure, les choses ne font que se développer en cascade et ne pas aller dans le bon sens. Donc ça, c'est des points qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'un médicament qui est une substance, une composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, donc une substance et une composition, on arrive en fait à un produit. Alors, je ne sais pas si présenter comme ça raconte une autre histoire que ce qu'on peut entendre Ouais, c'est sûr. dans Ouais, ça, on va certains pas l'entendre sur TF1. Ça. mais c'est ce regard-là qu'il faut avoir. Ah, puis Et il y a un devoir de mémoire aussi qui est fait, parce que là, tu nous reparles de l'époque, bon, Marisol Touraine, etc. Simone Veil, dans le cas de la commission concernant la sécurité sociale. Mais ce qui est important, c'est de comprendre aussi que avec le Covid, on a touché au cœur de nos vies, c'est-à-dire la santé. C'est pas pour rien que reste un peu là-dessus, tu vas un peu vite parce qu'en fait, Marisol Touraine, c'est encore autre chose. On passe d'une ah, substitution qui est faite. Non, non, c'est bien de rester là. C'était bien. Parce que avant, entre-temps, je veux dire, il y a une campagne de médicaments, on l'a vu, mais le 13, Marisol Touraine, après la substitution et le droit de substitution, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de moins en moins de liberté, et il n'y en a plus en fait, hein, de liberté de prescription du médecin, puisque derrière, en fait, ça peut être changé. Donc, ça peut être changé de différentes façons. Là, avec Marisol Touraine, on accentue encore la démarche d'un produit qui n'est pas un produit comme les autres, et d'une société de distribution qui se développe, puisque là, on est sur Internet. Marisol Touraine, en 2013, le 20 juin, ministre des Affaires sociales et de la Santé, elle signe un arrêté ministériel qui permet la vente en ligne sur Internet des médicaments sans ordonnance, c'est-à-dire des médicaments qu'on appelle OTC, hein, la prescription sur ordonnance, remboursée, etc. C'est les produits classiques. Sans ordonnance, c'est ce qu'on trouve quand on rentre tout de suite dans une pharmacie. Il y en a certains d'ailleurs qui sont un peu mixtes, parce qu'il y a des produits qui peuvent avoir 15% de remboursement, mais qui sont à prescription facultative. C'est-à-dire que là, on continue, en fait, pour développer un marché, pour développer la consommation, d'avoir un glissement où il y a des produits qui peuvent être sous prescription, mais qui peuvent aussi être délivrés hors prescription et qui peuvent être remboursés à 15%.
Je ne sais pas si on voit comment les choses peuvent avancer. Et là, on est sur internet. Donc internet, c'est pas banal quand même parce que, les fabricants, les laboratoires, eux, tout de suite, ce qu'ils voient et puis c'est la pour le patient, c'est important, les contrefaçons, les malfaçons, les mésusages et donc là, en termes d'efficacité, de toxicité ou, est-ce que les choses vont bien se passer? Dès qu'on est sur internet aujourd'hui et qu'on veut acheter des médicaments, je pense que tout le monde a entendu, les fausses pilules, enfin des pilules bleues qui n'en étaient pas ou d'autres choses. Donc là, effectivement, on est quand même sur, mais c'est entre guillemets, mais une certaine forme de dérive. Pourquoi ça, mettre ça en place en fait? Est-ce que c'est, bien pour les gens? Est-ce que c'est bien pour, la qualité de la substance, du médicament? Est-ce que c'est bien pour, la sécurité des personnes? C'est quelque chose qu'on doit toujours garder en tête et on est en 2013 et tout ça, ça avance. Donc bien sûr, ces éléments-là ne peuvent pas se faire, sans l'aval, en fait, d'un certain nombre d'organisations. Bien sûr les laboratoires, donc voilà et puis, bien sûr aussi, à un moment donné, les pharmaciens ou les groupements de pharmaciens, hein et bien souvent, on peut trouver, si on arrive à bien les identifier, des groupements de pharmaciens qui délivrent via, internet, des produits dont ils ont la charge, la réglementation et la qualité. Maintenant, bien souvent, quand je discute avec mes voisins ou ailleurs, on aime bien son pharmacien, voir, sa pharmacienne, son préparateur, sa préparatrice qui va lui donner un conseil, voilà, d'individu à individu, d'humain à humain, sur lequel on pourra avoir beaucoup plus de précision. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ce sont des éléments qu'on peut, voilà, toujours garder un petit peu en tête. Et puis, Alors, on a oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. ouais, oui, le titre, c'est ça. Je regardais le titre sur l'écran, une idée de mauvais génie. Ouais, c'est vrai, je sais pas bon, Achète des médicaments par internet, oui. ouais et puis, donc voilà. Mais tu voulais dire quelque chose, je t'en prie? Non, 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 bah, non, je t'écoute, c'est intéressant. Ça nous D'accord. permet de me comprendre un petit peu les rouages de tout cela parce que bon, nous, on n'est pas du milieu donc forcément, enfin, je dis nous, Non, moi et mais le je public. pense je pense qu'en fait, c'est une histoire de lecture. C'est-à-dire que, les tout un chacun comprend bien ce qu'il en est et a fortiori les professionnels de santé, donc ça questionne aussi, c'est dans ce sens-là. Mais pour les Français, il y en a beaucoup qui ont compris ces mécanismes-là. Là, l'idée, c'est vraiment, au fur et à mesure, des textes, des ordonnances, des lois, des mesures qui sont prises, est-ce que le problème se règle? Est-ce que les déficits se règlent? Est-ce que les stratégies qui sont mises en place, elles sont pertinentes? Est-ce que c'est pertinent de vendre des médicaments par Internet? Est-ce que dans la relation médecin-malade, la substitution, est-ce que c'est quelque chose qui est certes intéressante, mais sur lequel on pourrait y avoir un regard? Et puis, est-ce qu'on n'est pas dans une dérive d'une société de consommation alors que une substance à visée thérapeutique c'est vraiment pas quelque chose d'anodin, c'est des choses qu'on peut regarder et qui permettent d'avoir une réflexion sur quand on entend, ces mots, on entendra toujours planification, mais surtout préméditation. La planification quand ça se passe bien, tout le monde est OK. La préméditation, souvent, c'est quand ça se passe pas bien, en fait et donc là, la question qu'on peut se poser, tout un chacun, c'est: «Est-ce que tout va bien?» Est-ce que tout va bien? Dans le domaine de la prise en charge des patients, dans le domaine du soin, est-ce que tout va bien? Et dans le domaine financier, est-ce que tout va bien? Donc c'est quelque chose qu'on va regarder et du coup, du coup, on peut pas mettre de côté le plan Juppé, 95. Et là, on est en page 48, 95, le plan Juppé, c'est quoi? C'est carrément l'autorisation, au gouvernement de réformer la protection sociale par ordonnance. Donc en fait, ça passe plus par le parlement, mais c'est ordonnance, ordonnance. Alors c'est intéressant le mot ordonnance, parce que, ordonnance, il y a le côté, donneur d'ordre, il y a le côté, ordonné, bien calé, bien cadré, mais il y a aussi le côté, ordonné dans le sens, donner des ordres.
les mots ont toujours un sens et bien souvent, on essaye d'attirer l'attention sur ce fameux langage des oiseaux, sur cette fameuse l'étymologie, de quoi on parle, parce que souvent, il y a il y a quelque chose en sous-jacent, c'est pas neutre. On pourrait prendre pas mal de termes, mais c'est pas neutre. Donc voilà, donc c'est vrai que à partir des lois Juppé, là, il y a eu toute une avalanche, effectivement, globalement d'ordonnances. Et dans l'idée, c'est la présidence Chirac, hein, Alain Juppé. Jacques Barrot est Ouais, avec ministère la des Affaires fameuse sociales et du Travail. manifestation, Voilà. Hein. ouais, Bon, 95. voilà, il y a OK. eu énormément de choses. Et là, ça va très vite, hein, parce qu'on est sur le remboursement de la dette sociale, on est sur relative des mesures, quand il y a des mesures d'urgence à prendre pour les équilibres financiers, on est effectivement sur l'organisation carrément de la sécurité sociale, donc des choses qui vont jamais s'arrêter. On est sur la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, on est sur l'hospitalisation publique et privée. En fait, tout le système est regardé et tout le système, effectivement, est à la fois décortiqué, modifié et autres. Et donc, est-ce que ça se passe bien pour tous les éléments qui sont modifiés, qui sont supprimés, qui sont mis en place? C'est des questions qu'on pourrait avoir et qu'on se doit effectivement d'avoir. Donc voilà. Après, en page 51, on est sur la parapharmacie, expansion de la pharmacie en grande et moyenne surface. Bon, là, on peut aller assez vite hein, par rapport à ça. L'idée, c'est D'accord, quoi? il y a C'est la définition. De toute façon, ça. je rappelle, alors pour les dossiers, est-ce que c'est on envoie toujours à Virginie le mail? C'est peut-être mieux, comme ça elle référence tout et puis, les gens pourront, comment dire? Demander les PDF s'ils n'arrivent pas avec Dropbox, au moins, avec le PDF directement. Donc vous pouvez contacter Virginie et je remettrai le mail en commentaire épinglé et là, donc on retrouve le vocabulaire, donc la parapharmacie qui est l'ensemble des produits de soins et d'hygiène destinés à être vendus par un pharmacien, mais qui ne nécessitent pas de prescription médicale. La vente de tels produits n'est donc pas uniquement réservée aux pharmaciens et peuvent être proposés par n'importe quelle grande ou moyenne surface, GMS, à condition qu'elle dispose d'un pharmacien diplômé dans son effectif. Alors Avec là, la c'est ouais, là, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a justement, donc globalement, on retrouve toujours cette logique de l'accès libre à de la consommation de substances actives, donc de médicaments. Et à cette époque-là, en fait, c'est même voilà, en 2006, il y a une question qui a été posée au Sénat. Puisqu'en fait, normalement, quand on délivre des médicaments, il faut qu'il y ait un pharmacien responsable. C'est la loi, c'est comme ça. Et donc, la question s'est posée pour les grandes et moyennes surfaces. Euh, donc, en fait, les grands centres commerciaux, ou en tout cas les parapharmacies où il peut y avoir des grands centres commerciaux attenants, est-ce qu'il y a un pharmacien? La question a été posée, pourquoi? Parce que globalement, s'il n'y a pas un pharmacien, il peut y avoir on est un peu dans l'illégalité, voilà, ça peut être dangereux. Et comment les choses peuvent se passer? Eh bien, il y a la réponse, elle est donnée non pas par le ministre en état à l'époque, mais c'est un ministre délégué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais nécessairement la première personne, le ministre, qui va répondre, mais là, on voit aussi l'idée des soupapes de sécurité et donc des délégations. Alors, c'est vrai qu'il faut énormément de gens, mais plus on fait de strates, plus on complexifie les lois, alors qu'en fait, l'idée, c'est pas de les simplifier, c'est de garder juste des éléments qui sont importants. Ça ne sert à rien de rajouter des choses qui aboutissent, in fine, en constat, à des anomalies, des dysfonctionnements ou des déficits, soit qui s'aggravent. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est pas du tout dans la bonne démarche. Donc, est-ce qu'il y a une attitude réflexive? Non, c'est une espèce de course en avant qui devient compliquée. Et donc, le paradoxe, c'est que la réponse qui est apportée à un moment donné, donc je crois que Philippe Bas, c'était le ministre, donc le ministre délégué, j'ai plus son nom, explique en fait dans cette question posée au Sénat en 2006, hein, donc vous trouvez la référence dans le dossier, en fait, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que ce paradoxe-là, il y a des niveaux de qualification qui sont exigés, mais qui peuvent être variables selon les contrats. Et on ne prévoit pas toujours la présence d'un pharmacien diplômé d'État français. Donc, ça veut dire qu'il y a des équivalences de tolérance qui sont mis en place, mais ce n'est pas systématiquement un pharmacien
en tant que tel, docteur en pharmacie, diplômé d'État français. Donc déjà, on se dit, bon, OK. Et le conseil de la concurrence, à un moment donné, donc la conseil de la concurrence, on est dans le, on est dans la, comment dire, dans la consommation, hein. On est dans la, accepte des contrats de distribution qui peuvent être sélectifs, dans la mesure où ça ne constitue pas une entrave au marché. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est visible, en fait, sur la société de consommation et le marché, et le fait qu'on a créé des marchés, qu'on développe. Donc, tout ça ne va pas nécessairement toujours dans le bon sens, au-delà de ce qu'on peut entendre d'un point de vue narratif, même au plus haut niveau. Et c'est d'autant plus intéressant que le Conseil de la concurrence ou la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes dit, en fait, s'il y a des pénalités parce que la réglementation est pas respectée, bah, on n'est pas compétent. On n'est pas compétent parce que là, on est dans le droit privé. Alors, c'est intéressant. Le droit privé, donc ça veut dire que c'est un juge civil, visiblement, à trancher. Et donc, la question qu'on peut se poser, et que j'ai posée en page 55, c'est est-ce que la loi du marché et le droit privé sont supérieurs aux droits de la santé et à ceux des patients relatifs à leur sécurité? Parce qu'on comprend bien là, hein. On n'est plus sur le médecin qui voit son malade, qui fait une prescription de médicaments et qui est délivré par le pharmacien. On n'est plus simplement arrêté au pharmacien qui va, et c'est très bien comme ça, dire bon là il y a la possibilité, vous pouvez avoir un générique, vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Là on est passé carrément ou sur internet ou carrément parapharmacie, avec une réglementation, on va dire souple en ce qui concerne la présence ou non d'un pharmacien. Et bah, ça, on est un peu sur la loi du marché et en plus, on est sur le droit privé. Donc, du coup, on peut quand même voilà, s'interroger de manière précise sur qu'est-ce que ça signifie tout ça. D'où l'idée, vu que beaucoup de personnes peuvent penser que aujourd'hui les déficits de sécurité sociale sont abyssaux, que en ce qui concerne le parcours de soins, c'est jamais simple, qu'en ce qui concerne des fois la qualité de la prise en charge, y compris médicamenteuse, il y a des questions légitimes qu'on peut se poser. La préméditation et la planification d'un système qui, sur un certain nombre d'items, montre que malgré les hauts fonctionnaires qui ont une formation très importante pour maîtriser tout ça, ben, est-ce que ça se passe bien? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est, comment dire, aujourd'hui de plus en plus dans des déficits qui s'aggravent. Donc voilà, l'idée, Justement, en matière de loi du marché, du droit privé, tu dis qu'ils sont supérieurs aux droits de la santé et ceux des patients relatifs à leur sécurité. Donc le capitalisme prend le dessus sur, bah, la santé et la solidarité? moi, c'est une question que je pose, hein. Je ne suis pas là en train de dire comment dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, et il ne faut pas avoir de Que nuances. tu poses des questions? Les éléments qui sont positionnés entre 34 ans, sans contrôle, l'ENA et les structures universitaires, plus après toutes les lois qui sont mises en place pour gérer des déficits qui auraient dû être gérés depuis longtemps, et depuis très très longtemps, et qui ne font que s'aggraver, avec une évolution d'une substance active qui est considérée comme un produit au-delà des communications sur ce n'est pas un produit comme les autres. Ah oui, un médicament, c'est pas un produit du tout, en fait, c'est pas un produit comme les autres. C'est une substance active à visée thérapeutique. Donc, ça a une définition bien précise. Sur de l'Internet, de la parapharmacie et d'un dispositif d'accès qui ressemble plus à une loi du marché, un marché qui a grandi, et un accès qui ressemble plus à de la consommation courante, en fait, puisqu'on peut y aller directement. Et après, on passe à la caisse. Donc, cette question-là est posée de cette manière-là à chacun de voir ce qu'il peut en être. Par la suite, j'ai évoqué le dispositif médical. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus, puisque le dispositif médical, il risque d'être croqué, je dis ça comme ça, de la même façon que le médicament, sauf que c'est un peu plus compliqué, parce que là, on est dans de la technologie médicale. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas que simplement sur de la pharmacie, de la chimie.
en recherche et développement, mais on est sur de la haute technologie et des fois vraiment des très très hautes technologies, donc des choses très techniques, avisées ou non, et plus souvent là en l'occurrence, thérapeutiques, en tout cas de soins. Donc, c'est plus le LEM, les entreprises du médicament, les laboratoires de l'industrie pharmaceutique. Je crois que c'est le SNITEM qui s'occupe des dispositifs médicaux. Et voilà, c'est un domaine que je connais un peu, parce que j'ai exercé pendant 2 ans dans le dispositif médical sur toute la Bretagne. Donc voilà. Vous retrouverez dans ces éléments-là un certain nombre voilà, d'informations sur ces 2 pages. C'est c'est la prochaine étape en fait. C'est déjà activé, hein, c'est déjà là. Mais en termes de législation, de réglementation et la façon dont les arrêtés, les ordonnances, les décrets, les lois vont se mettre en place dans une perspective euh, qui sera intéressante d'identifier avec ses bénéfices ou, euh, ou ses conséquences je dirais, délétères peut-être, hein, en tout cas peut-être financières, à voir. Donc du coup, on arrive au chapitre 4. Alors, chapitre 4, le contrôle du système de santé en France. Merci déjà à tous ceux qui sont là depuis 1h10. Nous sommes au chapitre 4, le contrôle du système de santé en France, le processus mérulaire de l'industrie pharmaceutique. Le travail de recherche sur la santé a démarré en octobre 2021. Initialement, un dossier unique était prévu et son intitulé général était le titre du chapitre 4 ci-dessous. Fort de constater qu'une recherche est une démarche cadrée remplie de surprises, bonnes et mauvaises, et que les découvertes faites au fur et à mesure des avancées ouvrent sur des informations qui nécessitent dès lors d'adapter la structure rédactionnelle, c'est pourquoi dans un premier temps, ce dossier unique s'est compartimenté en 3 dossiers successifs, et dans un deuxième temps, le dossier ici rédigé, qui était prévu être le dossier numéro 3, est devenu le dossier numéro 1. Et le temps consacré à approfondir différents sujets qui le méritent amplement est limité. Ce sont donc les éléments principaux qui sont mis en avant dans les 2 derniers chapitres 4 et 5 de ce dossier numéro 1, avec les renvois aux dossiers 2 et 3 qui détaillent en profondeur les sujets évoqués ici. Libre à chacun de réaliser ses propres travaux de recherche en plus grande profondeur afin de mieux percevoir et comprendre de quoi il s'agit, car il faut creuser, déterrer, épousseter et regarder à la juste distance pour se faire toujours sa propre opinion. Ces 3 dossiers souhaitent éclairer et banaliser le chemin. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, comme au départ, c'était un seul dossier qui a été découpé en 3 dossiers différents. Voilà, on y retrouve chapitre 4, chapitre 5, mais là, en l'occurrence, on est sur le dossier 1. Ça sera que le chapitre 4. Le chapitre 5 faisant partie du dossier numéro 2 qu'on verra à un autre moment. Donc qu'est-ce qu'on découvre? Bah, on découvre déjà qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Il y a des changements de nom. La SAF, c'est devenu l'ANSM, hein. La SAF, c'était l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Donc, c'est devenu l'ANSM, hein, l'Agence nationale de sécurité du médicament, globalement. On voit effectivement que ces changements de nom ont créé des fois est-ce qu'on a réduit les effectifs? A priori, les effectifs ont peut-être augmenté. Est-ce qu'on a réduit les charges fixes? A priori, les charges fixes ont peut-être augmenté. En tout cas, ça a encore complexifié les choses. Et en termes de transparence, c'est jamais totalement évident. Donc là, il y a voilà, quelques éléments d'explication et d'information. Et puis, quand on arrive sur le titre du chapitre 4, ben, à savoir le contrôle du système de santé en France, concrètement, comment ça se passe. L'industrie pharmaceutique, une incorporation dans les métiers de la politique de santé. Donc, on avait déjà vu avec Virginie et d'autres que on avait entendu parler du LEM, donc les entreprises du médicament qui regroupent effectivement les laboratoires pharmaceutiques en France. Et là, en page 60, il y a globalement leur profession de foi, enfin, profession de foi entre guillemets, c'est bon, quels sont les buts principaux. Donc, on retrouve effectivement les buts principaux, mais là où j'ai envie de mettre l'idée, c'est les accords cadres. Savoir qu'à un moment donné, l'État
et l'industrie du médicament, donc le LEM et les laboratoires, qui discutent, et c'est logique, hein. Je veux dire, un État qui fait un prévisionnel, veut réduire ses déficits, voire les faire disparaître en ce qui concerne les, les produits de santé, eh bien, il va voir les fabricants qui fabriquent les médicaments. Donc, c'est normal qu'il y ait des discussions. Tout ça est très logique. Et on voit qu'en page 51, ben, il y a un accord cadre qui est signé le 25 janvier 94, il y a un accord sectoriel le 19 juillet 99, il y a un troisième accord cadre qui est signé le 13 juin 2003 pour une politique nouvelle du médicament. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, c'est quoi un accord cadre? Peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un accord cadre. Un accord cadre, en fait, c'est une technique d'achat qui permet à un acheteur public de gérer des commandes, donc voilà, lorsqu'il ne connaît pas avec certitude et à l'avance l'étendue et la fréquence de survenance de son besoin. Donc, dans le domaine de santé, on ne sait pas trop combien on va avoir de médicaments, mais en même temps, bon, voilà, on va faire un prévisionnel et on va essayer d'anticiper sur les commandes. Concrètement, ça permet à l'acheteur d'avoir un éventail de prix plus large possible et de répondre à presque n'importe quel besoin qui surviendrait sur une nature d'une prestation définie ou un temps donné. En principe, un accord cadre, c'est d'une durée maximale de 4 ans. Et puis, il y a, si on regarde, et pour ça, Internet, et c'est très intéressant, et je ne rentrerai pas dans le détail, de regarder véritablement les différentes conditions et les modalités, parce que voilà, les accords cadres il y a plusieurs possibilités de réaliser un accord cadre ouvert, fermé, attributaire ou non, y compris en ce qui concerne les durées d'exécution. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, les choses sont effectivement non neutres et négociées, et c'est très bien par rapport à ça. Par contre, ce qui est à noter, c'est que 2003, un accord cadre entre l'État et l'industrie qui fixe les premières étapes d'une politique nouvelle du médicament. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que par rapport au titre, il y a des discussions et qui sont plutôt logiques, mais qu'à un moment donné, en fait, il y a une orientation et une politique nouvelle du médicament qui est fixée. Donc ça, c'est intéressant. Et en quoi c'est intéressant? Parce que quand on regarde ce qui se disait à l'époque au niveau du LEM et des présidents, on voit que dans le LEM recherche, bon, le président de l'époque, c'est Pierre Le Sourd, on est en page 62, eh bien, on va parler de conditions nouvelles, du progrès thérapeutique et donc de l'innovation. Et qu'un pays ne pouvait prétendre à son développement économique et social qu'en investissant massivement dans la recherche. Donc l'objectif, c'est quoi? Bien, c'est effectivement d'encourager, de promouvoir le progrès thérapeutique en fédérant les différents acteurs de ce progrès. Et là se développe en fait une structure paritaire public-privé. Et la structure paritaire public-privé, quand on regarde ce que ça regroupe, c'est intéressant puisque concrètement, si on reste sur du générique, donc des produits qui sont passés dans le domaine public, la logique serait qu'un pays fabrique lui-même ses propres génériques et pas de compte à rendre. Il gère lui-même ses flux de volume. Il a besoin de temps, il produit tant. Il a besoin de plus, il peut produire plus. Et ça, globalement, ça crée de l'emploi, ça coûte pas cher et on a à négocier avec personne. Et certainement, en termes de gestion des déficits, ça doit pouvoir être plus facile. Là, on est carrément sur quelque chose qui aide la recherche et le développement. On est sur une tendance qui est une tendance nouvelle du médicament et sur du progrès thérapeutique. Donc, c'est très bien d'avoir du progrès thérapeutique, mais si on regarde à un moment donné les gros pools qui sont des pools financiers, eh bien, on se rend compte que fabriquer ses propres génériques au niveau national, ça coûte pas cher et certainement, ça doit pouvoir répondre à un grand volume ou un grand nombre, quantitativement, de patients qui peuvent avoir besoin du produit, en tout cas de la substance, du médicament. Et en ce qui concerne la recherche et développement, eh bien, on est après sur de l'innovation. Il est toujours temps de voir si l'innovation, elle est pertinente. Est-ce qu'on fait mieux? Parce que souvent, on dit que on ne peut pas faire mieux et moins cher. Si c'est mieux, c'est obligatoirement plus cher. Donc, dans la gestion des déficits,
C'est une question qu'il faut avoir. Et puis, heu et puis concrètement, est-ce que véritablement, à un moment donné, on a besoin d'une troisième, quatrième, xème génération d'une classe thérapeutique? Est-ce qu'avant, avec les produits, les substances, les médicaments qui sont à disposition, est-ce que, en fait, on n'arrive pas facilement à soigner si en plus on oriente sur les conduites hygiéno-détectives et les démarches de prévention? Donc là, on voit qu'il y a une orientation qui se met en place avec des objectifs opérationnels, donc entre le public et le privé. Et en même temps, ça touche dans la recherche et développement des structures qui sont des structures nationales. Donc, dans un partenariat, si on veut faire de la recherche et qu'on a des hôpitaux, des INSERM, des CRS, du CEA, Gustave Roussy, Curie, Pasteur, je dirais tous les éléments des hôpitaux, des facultés de médecine, pharmacie, on a plutôt intérêt à utiliser ces structures-là de manière indépendante pour sa propre recherche et développement, s'il y a besoin, plutôt que de créer des éléments paritaires, en fait. C'est peut-être certainement plus facile d'un point de vue budgétaire, mais ça, il faudra aller voir ce qu'on lui dit. Visiblement, ce n'est pas le choix qui est, qui est défini et ça se passe autrement. Et l'un des objectifs opérationnels de cette structure paritaire public-privé, énoncé par les entreprises du médicament à l'époque, se soucier de la nécessaire reconfiguration de l'appareil de recherche, incluant le développement des biotechnologies. Donc on est sur un glissement de la pharmacopée où au départ, on est sur des plantes, après on est sur de la synthèse, après on est sur tous ces éléments-là, et là on est sur de la biotechnologie. Pourquoi je vous parle de la biotechnologie et de ce glissement? C'est parce que dans le titre, et aujourd'hui avec le Covid, on est à de la bio-nanopharmaceutique, de la nanotechnologie des produits de santé. C'est-à-dire que ce glissement-là vers quelque chose qui est du nano, du nanomètre, donc du 10-9, tout ça est planifié, quoi. C'est pas, c'est quelque chose qui se met en place progressivement et qui se met pas en place du jour au lendemain et qui se met en place dans des structures paritaires publiques-privées de recherche et développement où, dedans, la nation met à disposition d'eux. Bon, ok, super. Pourquoi elle n'utilise pas plus elle-même, la nation, ces structures, et sur lequel on peut rentrer dans la protection intellectuelle et industrielle. On est sur du droit privé. Donc, des fois, on n'a même plus le droit d'aller regarder de ce qui se passe. Et quand on demande des éléments de vérification pour savoir si tout est clair par rapport à ça, on peut objecter. Non, c'est du droit privé, c'est de la protection industrielle, c'est de la protection intellectuelle, et on n'a pas à répondre, en fait. Et je pense qu'on a vu ces derniers temps, dans les différentes affaires euh, 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 avec le Covid et les vaccins, qu'il n'y a pas de transparence par rapport à ça, que ça devenait compliqué d'avoir les informations. Mais les choses, elles sont inscrites. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le percevoir. Et donc, la question est de se dire qui est-ce qui pilote l'avion? Toujours ça, qui pilote l'avion? Et pour quelle idée et voilà, quel bénéfice? Donc, le 21e siècle sera celui des sciences du vivant et des technologies qui en sont issues. Voilà, les choses sont énoncées de différentes façons, et il s'agit simplement d'y regarder et d'en prendre connaissance. Donc, amélioration de l'encadrement conventionnel des études post-AMM pour le suivi des nouveaux médicaments en pratique réelle. Ces accords cadres là de 2023, en fait, a été prolongé jusqu'en 2009, soit 6 ans. Donc, il faut regarder concrètement quel est l'état annuel, enfin aujourd'hui, de la situation. Donc, D'accord. concrètement, les entreprises du médicament, on est en page 65, l'industrie de santé, en fait, elle est très, très organisée, elle a des moyens sans précédent. Euh, Elle a vraiment la possibilité de pouvoir faire les choses, et on voit en page 65 que les structures se mettent en place. Donc vraiment, c'est vraiment tout un déroulé, c'est toute une somme d'éléments qui, mis bout à bout dans le bon ordre et en prenant du recul, en ayant une grille de lecture, on voit bien qu'il n'y a pas de hasard, on voit bien qu'on n'est pas dans l'erreur, on n'est pas dans de l'incompétence, et on n'est pas nécessairement dans quelque chose qui se résout si on regarde les déficits financiers.
Visiblement, on n'en est pas là. Et donc, le privé met en place, déjà, longue date, hein, ça a été créé en 75, le FEFIS, c'est la Fédération française d'industrie de santé. Donc là, on est sur du privé. Et concrètement, la mise au pot des entreprises qui sont, connectées par rapport à cette fédération française, on est en 75 à 90 milliards d'euros. Donc, globalement, c'est peut-être pas la mise au pot, mais ça regroupe en fait un potentiel d'entreprise qui représente cette masse financière. Donc, ça laisse plein de possibilités pour pouvoir après créer de l'investissement. En parallèle, l'État, en 2004, donc beaucoup plus à distance, et il faut intriquer ça avec effectivement les dates des lois, des ordonnances et des décrets, parce que tout ça se met en place de manière séquentielle et à travers, je pense, les 7 présidents de l'Apocalypse, on voit bien comment, sur les dossiers de Virginie, il y a une course de relais, il y a une organisation, un passage de témoins qui se met en place. C'est la même chose, hein, dans ce cadre-là, à un moment donné. En 2004, le CSI, le CESIS, c'est un conseil stratégique des industries de santé. Là, on est sur de l'État, on est sur du public, hein, puisque c'est sous l'égide du Premier ministre. Donc, c'est l'idée, le mot qu'il faut garder dans ce conseil stratégique, c'est mieux comprendre les contraintes et les enjeux. Bon, en 2004, avec tous les hauts fonctionnaires que l'on a, toute l'intelligence que l'on a au niveau du domaine public, ok, il faut encore mieux comprendre. Bon, pourquoi pas. Et en 2007, le privé, à travers enfin, c'est sa Fédération française d'industrie de la santé, donc le FEFIS, met en place le CEGEPS. C'est le Centre national de gestion des essais de produits de santé. Et là, il faut savoir que ce centre national, 49%, c'est le LEM qui détient ça, à l'époque, en tout cas. C'est un groupement d'intérêt public et c'est une structure de fonctionnement légère, avec des règles qui sont très, très souples et qui permet effectivement, entre différents partenaires publics et des partenaires privés, de pouvoir effectivement faire des choses ensemble. Et puis, il y a l'ARIS créé en 2010, mais voilà. Et là, on peut aller directement sur, et ça c'est intéressant, le GIP et le GIE. Donc, on est en 66, page 66, GIP et GIE. Alors, je vais essayer de pas trop m'étendre, parce que c'est pas d'une grande complexité, mais c'est Le intéressant. groupement d'intérêt public. Ouais, ouais, ouais. Et ça, Les groupements d'intérêt, là, comme ça, comme j'y pense, ça me fait penser à ce que Valérie Bugeaud propose dans Révolu droit. Alors, il faut regarder. Voilà, je laisserai chacun faire ses recherches. Là, en l'occurrence, dans le dossier, le GIP, groupement d'intérêt public, qu'est-ce que c'est? Bon, ça permet à un partenaire public et privé de mettre en commun des moyens et la mise en œuvre de missions d'intérêt général. Alors là, il faut s'arrêter tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est dans un phénomène paradoxal. Le privé, c'est le développement commercial, c'est les actionnaires, c'est le profit. Le public en santé, c'est la gestion des déficits, c'est la qualité des soins, c'est la mise à disposition de la manière la plus sécurisée possible et transparente de substances actives pour prendre en charge les maux et les maladies, la souffrance des personnes. Et là, on est plutôt sur, non pas un développement financier, mais on est sur de l'humain, c'est-à-dire techniquement une gestion des déficits, mais en même temps aussi du qualitatif. Et avec le droit privé ou en tout cas le groupement d'intérêt public, là on est dans un espèce d'entre-deux, c'est-à-dire une fusion à travers des missions d'intérêt général. Il n'est pas certain que entre la réduction des déficits, qui est un objectif public, et le développement du profit, qui est un objectif privé, ça aille dans le même sens. Mais bon, après tout, on peut très bien ne pas avoir bien compris l'idée de tout ce qui se met en place en termes de législation et de réglementation, et là où le sens personnel peut intervenir, c'est-à-dire que est-ce que les gens trouvent que ça fonctionne bien? Est-ce que les gens trouvent que ça fonctionne mieux? À chacun de voir ce qu'il en est. Et au-delà du GIP, on a un GIE. C'est un groupement d'intérêt économique, c'est la page d'après, 67. Et là, c'est de la coopération économique. Alors, voilà. Ce qui est un peu particulier,
c'est qu'en fait, à la fois, on est sur du réel et du virtuel. En fait, ce groupement d'intérêt économique, c'est une forme juridique, qui peut générer des bénéfices qui peuvent être imposables. Soit on est sur de la personne physique, donc de l'individu, de l'être humain, soit on est sur de la personne morale. Et dans ce cadre-là, en fait, on est une espèce d'entité, mais on a une personnalité juridique. Et cette personnalité juridique, elle permet en fait d'avoir des obligations, mais d'obtenir des droits en lieu et place des personnes physiques ou morales. Donc là, on est dans quelque chose où, entre réel et virtuel, dès qu'on parle d'un groupement d'intérêts économiques, peut-être que ça va perdre les gens, je ne suis pas sûr, mais on est sur quelque chose qui est un entre-deux. Vous avez des droits, mais c'est une forme juridique, c'est une entité. Ça peut être des êtres humains, mais en même temps, ça peut être autre chose. Alors, et quand on regarde ces autres choses, en droit public, une personne morale, c'est l'État, c'est des collectivités locales, donc des régions, des départements, même des communes, même des mairies, hein, je pense. Des établissements publics, dont des universités, des hôpitaux, ça s'appelle France Travail, etc. Et je remercie la source de Maxime Bizot, qui est un avocat. Il a sur sa fiche, fiche au pluriel, droit.com, il parle de la personne morale. J'ai trouvé ça là-dessus, je trouvais très intéressant. Et en ce qui concerne le droit privé, les personnes morales, c'est des associations, des sociétés, des fondations, des syndicats et des groupements d'intérêt économiques. Donc on est loin, effectivement, de l'être humain. On est sur quelque chose qui sont des organisations, des structures, qui ont une composante publique, qui ont une composante privée, et qui ont des droits, en fait, qui ont des obligations et qui ont des droits, une espèce d'entité juridique qui permet de faire des choses. Ça, c'est quand même un petit peu particulier. Et si on pousse le fil, et ça, c'est intéressant parce que on se rend compte, à un moment donné, c'est à la page suivante, en page 68, que dans le code de santé publique, eh bien, en fait, l'État a inscrit dans une législation la création d'un GIP. Donc, je rappelle, GIP, groupement d'intérêt public, c'est-à-dire mission d'intérêt général entre le public et le privé. C'est un partenariat. GIP, d'accord, différent donc du GIE. Et ce GIP, en fait, elle est liée à la plateforme des données de santé. Alors, dans l'intérêt général, que le privé et le public mettent en place, en fait, une structure de groupement d'intérêt public avec, a priori, des objectifs à terme qui peuvent être des objectifs paradoxaux et, comment dire, et qu'on trouve dans le code de santé publique un GIP qui correspond donc à une plateforme des données de santé, sachant qu'a priori, les données de santé, c'est lesquelles? Et puis tout ça, ça doit être confidentiel, en fait, hein. Donc, même si on dit toujours secret médical, confidentialité, bah oui, secret médical, confidentialité, confidentialité de la data, je veux dire que voilà, ce sont des éléments qui sont importants. Bah, on retrouve voilà, quelque chose qui fait que il y a une plateforme des données de santé en partenariat public-privé sur des missions d'intérêt général. Bon, je ne sais pas si ça laisse rêveur, mais ça pousse quand même la question de la confidentialité de la data, a fortiori en santé quand elle est médicale. L'idée de qui ne dit mot consent, bah, ok, très bien, mais ce serait peut-être bien à un moment donné de revenir à la base, c'est-à-dire qui ne dit mot ne consent pas, en fait, hein. Et que si on doit avoir notre consentement, eh bien, il faut nous le demander et il faut qu'on soit en capacité de le donner. C'est pas parce que les informations, on les a pas, en fait. Il y en a tellement, elles circulent tellement que, après tout, si on ne réagit pas en temps et en heure, qu'on n'a pas lu le mail, qu'on n'a pas lu le courrier officiel, qu'on n'a pas eu pour X raisons, et parce que ben voilà, il y a plein de raisons qui peuvent permettre ça, et puis surtout le flux informationnel qui ne s'arrête jamais, parce que ces modifications des textes et ce processus, il ne s'arrête jamais, il est tout le temps présent. Tous les ans, il y a une loi de financement de la sécurité sociale. Tous les ans, il y a des modifications dans les textes et qui touchent tous les codes. Donc, on a de quoi, effectivement, échapper à « Ah, j'avais pas vu. » Bah, tu n'as pas vu, bah, c'est dommage, tu n'as pas vu. Donc, ce serait bien de pouvoir revenir à qui ne dit mot ne consent pas. Mais ça, on devrait faire un référendum peut-être. Qui ne saute pas de pardon.
Comment? OK, alors, Voilà. heu, pour terminer, cet épisode, parce Donc qu'on a après, touché bon, pour l'arrêter, il y a un arrêté derrière. Sur l'infiltration, effectivement, on va aller plus vite. Les personnes pourront regarder effectivement les déclarations publiques d'intérêt, les différences et la subtilité entre le lien d'intérêt et le conflit d'intérêt. Ce qui est intéressant dans l'exemple qui est donné, c'est que l'INSP, qui est l'Institut national du service public, en fait, a absorbé l'ENA, mais par contre, sa création, elle date de la même période que l'ENA, c'est-à-dire 9 octobre 1945. Donc, dedans, on va retrouver, en page 73, on va retrouver effectivement la documentation officielle de la création. Et puis, en recherchant sur le répertoire SIREN, S-I-R-E-N, on voit que l'entreprise, entre guillemets, dans la description, elle est active depuis le 9 octobre 1945. Mais c'est en 2022 en fait qu'elle s'est mise vraiment en place et que l'ENA qui a été créée a été absorbée par l'Institut national du service public. Donc ça c'est intéressant parce que le CIRED c'est le même numéro. Hein. Donc ça permet effectivement de voir comment les choses sont mises en place. Et puis en page 74, on voit qu'il y a toute une cascade, je de dirais, fil. d'institutions qui serait utile de regarder. Et peut-être juste, effectivement, pour terminer, parce qu'on a presque fini, et je pense qu'on peut finir assez rapidement là. Page 74, en bas de page de cet encadré, il y a une petite chose qui est marquée là, qui est que en 2018, l'INSEE a évalué l'intégralité du patrimoine français à 15 482 milliards. 482 milliards d'euros. Oh la vache. Voilà. Donc ça donne l'idée de. Là, c'est la totale, hein. C'est le patrimoine français. Je pense qu'on y met les bâtiments, on y met tout. Enfin, on y met tout, on y met. Donc ça fait quand même beaucoup. Et Ça fait pas ce, mal, oui. et ce Oui, c'est pas glissement, ouais, et ce glissement partenariat public-privé, mais notamment lorsqu'on regarde effectivement Vincent Auriol, la création, enfin tout est en structure d'entreprise. Euh, on peut pas. On ne peut pas céder les biens publics qui appartiennent aux Français. Par contre, quand ça passe en structure d'entreprise et que le fromage, c'est 15 482 milliards d'euros, en structure d'entreprise, on vend les bijoux de famille. Hein, au nom de la gestion des déficits, du remplacement de la dette, etc., etc. Donc, cette compréhension-là, je pense que véritablement, il faut l'avoir, et c'est ce qu'on a essayé avec Virginie, en tout cas, là aussi, à travers les éléments santé de ce premier dossier, de pouvoir mettre en avant. On a un peu de temps ou je sentais que on était sur la. on a On encore est 5 minutes. On a encore 5 OK. minutes. Eh bien, sur les 5 dernières minutes, et les personnes pourront, ça fait penser, hein, les 5 dernières minutes, euh, un titre, bon, Oui, un peu oui, c'est tard, un titre de oui, oui, je vois. euh, en page 76. Parce que Ouais, je sais que certains m'ont les posé groupes la hermétiques. question. Ouais, Ouais. je ne vais pas revenir sur la définition. Hein, l'idée, c'est quoi? Il est difficile de savoir réellement ce qui se passe dans des groupes à partir du moment où on n'y est pas. Donc, l'hermétisme, voilà, hein, c'est un truc un peu fermé. On est dedans, on L'a sait à peu près, et L'avantage encore. aussi, c'est que suivant les canaux d'information, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans les groupes, même quand je n'y suis pas. C'est encore mieux. C'est difficile, hein, c'est difficile quand même. Hein. Mais C'est c'est ce c'est qu'on comme, demande. c'est comme souvent on me dit: «C'est quoi le journalisme?» Je leur dis: «C'est un journaliste, c'est quelqu'un qui en sait plus que les autres» et beh, là, c'est un peu pareil parce qu'on peut ne pas être franc-maçon ni être du Rotary ou quoi que ce soit. Ça n'empêche qu'on peut très bien savoir ce qui s'y passe et donc ne pas être dedans, mais être conscient de ce qui s'y passe et Stéphane Blett a donné de sa Et, personne, le pauvre, pauvre homme, paix à son âme, parce que lui, il a donné de sa personne hein, dans ce groupe et le fait d'avoir balancé, ça doit nous servir de référence des gens comme ça, pour mieux comprendre ce qui s'y passe, quoi. ça coupe un peu. Hein. Je sais pas si c'est chez toi ou chez moi, Ah mais non? moi, de chez moi, ça coupe un peu. Ah, d'accord. Mais vas-y. C'est peut-être un signe. Non, je disais, c'est bien de savoir ce qui se passe dans ces réseaux hermétiques sans y être. Au Hum. moins, voilà. Donc Donc, vas-y, je te laisse reprendre. ils découvriront, juste pour terminer, donc le Young Global Leaders, on développera pas, tout le monde connaît. Page 77, il y a un réseau PHC Young Leader de l'OMS.
Ça, c'est intéressant parce que PHC, c'est Primary Health Care. En fait, c'est les soins de santé primaire. L'OMS a aussi son groupe leader, son groupe de young leaders, en fait, spécialisé sur les soins de santé primaire. Donc ça, c'est intéressant d'aller y regarder. Et en lien avec les Nations Unies, hein, puisque on voit à un moment donné que ils se félicitent de l'organisation de la réunion de haut niveau à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle, voilà, en 2019. Donc la fameuse CSU, la couverture sanitaire universelle. Et donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire OMS, Nations Unies, le Forum économique mondial, les objectifs de développement durable, la couverture sanitaire universelle, les Young Leaders, les PHC Young Leaders de l'OMS. Et puis, il y avait une question qu'on m'avait posée, c'était le réseau et le réseau communautaire Yellow Ashoka. On est en page 78. Yellow Ashoka, c'est tout ce qui touche l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que autant les Young Leaders, ça peut être politico-économique, autant les Yellow Ashoka, aux États-Unis, c'est la même chose dans la démarche du mondialisme, d'accord. Simplement, ça touche l'entrepreneuriat social. Donc là, on est sur tout ce qui, voilà, est mis en termes d'associations et organisations de ce type-là, et ça vient de là. Donc, on se rend compte en même temps que cette fabrique de dirigeants qu'on n'a pas choisis, mais qui sont visiblement bien sponsorisés et accompagnés par différentes organisations qui sont pas de chez nous, hein, qui sont pas françaises, hein, qui sont des organisations étrangères en fait, hein, ou en tout cas des organisations globales, globalistes, mondialistes, pour faire simple. Elles ont bien segmenté la société, c'est-à-dire des décideurs politiques, économiques, mais aussi des décideurs, on va dire, à visée associative, sociale, l'entrepreneuriat social. À noter les goalkeepers, les gardiens des objectifs. Et sur la page 79, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est piloté par la fondation Bill et Melinda Gates qu'on connaît. Donc on ne reviendra pas. Et je ne sais pas si ces éléments-là, Yellow Ashoka, Goalkeepers, Goalkeepers peut-être plus, mais Yellow Ashoka, parce que les gens sont au courant de ça en fait. On connaît les Young Leaders, mais on ne connaît pas les PHC, donc les soins des leaders de l'OMS accompagnés et qui sont orientés sur les soins de santé primaire. Donc, c'est quand même bien spécifique. De voir qu'effectivement, les goalkeepers, bon, on est effectivement avec Bill et Melinda Gates et que notre président a fait une intervention. Hein. Il a été invité au deuxième Goalkeepers, la deuxième réunion de la fondation Bill et Melinda Gates, en marge de la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Et il s'est exprimé sur les objectifs de développement durable. Donc on voit que là, il y a une connexion, il y a un lien. Hein. C'est le petit encadré bleu que tu as passé. Donc c'est lui-là. Ouais. Donc ça, c'est documenté, en fait. On voit ces éléments-là. Et si on avance sur la page d'après, on voit qu'il y a de plus en plus, on connaît McKinsey, il y a des cabinets conseils spécialisés qui interviennent, mais dans le domaine de la santé, entre institutions et un pilotage des cabinets conseils, il y en a un qui est important, je sais que Virginie en a parlé, et que nous, on a trouvé dont personne ne parle. C'est l'ERDYN, ERDYN. On est en page 80. Et cette société, en fait, elle se concentre principalement, au moment où on a fait les dossiers, hein, on est en 2021. Hein. Cette société se concentre principalement sur la réalisation d'études scientifiques pour soutenir la recherche et développement du secteur privé. Et il y a un rapport en 2014, effectivement, c'est le rapport du comité biotechnologique de santé du LEM. Le LEM, c'est les entreprises de médicaments et laboratoires en France. Hein. C'est l'association et syndicat qui représentent les labos pharmaceutiques en France. Et le titre, hein, c'est les biotechnologies de santé en France. Donc, ce que je disais au préalable, c'est que ce glissement qui est depuis toujours, les plantes, les choses naturelles, etc. Après, on arrive sur des choses qui sont un peu plus peut-être synthétiques, fabriquées, voire on arrive effectivement sur la libération des marchés, on ouvre les choses, on arrive à de la consommation, et de toute façon, à un moment donné, il y a un virage qui se passe, et c'est plus les médicaments tels qu'on a connus
classiquement, mais on est sur de la biotechnologie. Et avant la biotechnologie, enfin, ou après, c'est la nanobiotechnologie pharmaceutique. C'est les ARN messagers, c'est les vaccins. Donc, on est sur un nouveau paradigme de santé. Et là, ce rapport en biotech d'Erdine, en lien avec le comité biotechnologique de santé des entreprises du médicament, du fameux LEM, voilà. Et vous lirez un petit peu les choses. Hein. Il y a 457 entreprises en 2013. Enfin bon, bref, tout ça est documenté. On est là on est en 2014 par rapport à ce document-là. Et donc, ben, ça fait longtemps que ce nouveau paradigme, il est prévu en fait. Il est prévu. Et je pense que pour le dossier 2, quand on l'abordera, ça sera voilà, encore, sans être répétitif, encore documenté par rapport à ça. Donc 82, on a la définition d'un paradigme, hein, ce que c'est qu'un paradigme. Donc voilà, c'est une manière de voir les choses, c'est une nouvelle façon, c'est un modèle théorique, c'est voilà, on va dire une nouvelle conception. C'est un virage, en tout cas, de façon très claire. Et parmi les conditions nécessaires et suffisantes pour que cela fonctionne dans le domaine de la santé, mais c'est valable pour tous les autres domaines qui font société, d'accord? Il y a toute une liste, hein, et une volonté et un objectif précis, des moyens financiers très importants, une stratégie partagée par l'environnement interne. Voilà, on y est, hein, on est en page 82. Donc un écosystème interne, des instruments de mesure et d'évaluation de progression stratégique, des antécédents d'usage positif. Prendre le temps hein, de bien voir à quoi ça correspond, mais les gens vont avoir un écho, un référentiel de manière claire. Une stratégie de communication santé, des médias santé, des capacités à réaliser des événements, la maîtrise technologique, les NTIC, c'est les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Il faut avoir des avocats, des experts positifs qui vont parler, peut-être des avocats de plateau peut-être, ou d'autres, des moyens en tout cas, voilà, on peut aussi les voir en dehors des plateaux sur l'alternatif. Des moyens d'informer les cibles de la santé, des structures d'études. Bon, c'est celle du pays, c'est plus facile, mais bon, il en existe d'autres. Des outils de vecteurs de stratégie nationale, des politiques de santé, des textes de loi, des moyens de structure de recherche fondamentale, un contexte favorable. Et la dernière, et pas de questions. Surtout pas de questions. Donc, ça vous donne effectivement voilà, ces éléments-là. Donc, par la suite, on voit comment les choses s'intercalent dans les formations médicales continues, avec signature entre le ministère de la Santé et le LEM. Donc, tout ça, il faut faire recours aussi à la loi des DMOS avec Xavier Bertrand, les diverses mesures d'ordre social. Il y a des effets positifs par rapport à ça, c'est évident. Il faut mettre du cadrage, parce que sinon, bah, en fait, c'est comme on dit, l'open bar, on peut tout faire, et c'est bien d'avoir du cadre, notamment dans les partenariats. Et puis surtout garder en tête à un moment donné, bah, primum non nocere, hein. C'est le C'est serment ça, d'Hippocrate, hein. Ça veut dire d'abord, hein, surtout avant, hein, de ne pas pas nuire, nuire. ne Mmh. pas nuire. Donc, en page 85, il y a un rappel du serment d'Hippocrate. Il est toujours intéressant de regarder aussi le serment, parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Ça a évolué, ça aussi, dans le temps. Oui, Donc, il y a le grand classique qu'on voit là en 2012, qui correspond à celui qui existe aussi en 2020. Mais alors, il y a l'originel, juste, hein, c'est Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, exactement. etc. Donc, c'est intéressant de regarder aussi l'original, parce que ça permet de mieux voir aussi l'évolution et de se faire une opinion de est-ce que c'est positif, c'est pas positif, est-ce que ça raconte la même chose ou pas. Dans tous les cas, dans une dynamique de changement, une évolution de la santé, dans la prise en charge médicamenteuse, thérapeutique, quand on passe de choses classiques naturelles à quelque chose qui sont plus fabriquées, qu'on arrive à la biotechnologie et qu'on passe à de la nanotech, à un moment donné pharmaceutique, ce qui est le cas des ARN messagers, eh bien, c'est une dynamique de changement et ça ne peut pas se faire sans un plan d'action stratégique. Ça ne peut pas se faire sans une planification. Et la préméditation, c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises selon une volonté. Donc, ça n'arrive pas par magie en réalité. Et ça, je pense qu'effectivement, lorsqu'on est
un peu plus informés pour avoir exercé dans le milieu. C'est des choses que les gens du milieu de la santé comprennent bien. Les officiels institutionnels, eux, le savent de manière claire. Mais l'idée, là, de ce qu'on fait ensemble, c'est surtout que le grand public ait l'information, en prenne connaissance, la comprenne, la digère, et du coup, ça leur permet, avec toutes les informations qu'elles ont déjà, pas celle-ci, mais les autres, de pouvoir faire le tri et d'avoir effectivement du discernement et de reprendre, je dirais, le sens critique et le regard en toute objectivité. Et quand on a affaire à un détracteur, ben, on sait lui répondre à un moment donné. Alors ça prend du temps, mais à travers l'exercice que l'on fait là et que tu Bah, fais et que c'est d'autres comme ça que font, je réponds. Alors justement, voilà. ça, tu fais bien d'en parler, c'est comme ça que je réponds à mes détracteurs. Je perds plus de temps à argumenter. Je leur envoie les liens de l'émission. Après, ils font ce qu'ils veulent, ils regardent pas, mais au moins, par exemple, sur Béchamp, certains veulent encore glorifier Pasteur. On a fait 3 heures sur Béchamp avec Alain Scoï, Thierry Schmitt et Jean-Philippe Carrère. Tout est dit. On a passé 3 heures dessus. Il y a eu 100 diapos de Alain Scoï. Donc, on comprend que Pasteur est un imposteur et que Béchamp avait raison essentiellement, comme Claude Bernard. Voilà. Après, le problème, c'est que certains, en 3 minutes dans un reportage de BFM, considèrent que c'est la vérité absolue. Donc parfois, on ne peut pas lutter, mais bon, après, le jour vient ou pas où il se réveille, et puis voilà, chacun Je, son je, truc. je rajoute juste une petite phrase, ça va durer juste 30 secondes. À toute la fin, les quelques dernières pages, en fait, c'est de la documentation qu'on a archivée, qu'on a partagée pour comprendre que la nano, en fait, elle touche le magnétisme, elle touche l'électronique et elle touche ce qu'on appelle la capacité. Donc, c'est quelque chose de bien précis. C'est en fait en lien avec des charges électriques, des accumulateurs, des condensateurs. Mais qu'au-delà de ça, il faut garder électricité, magnétisme, ça nous parle, nous, en tant qu'être humain. On a identifié énormément d'éléments, que ça soit les ciseaux pour couper de l'ADN, que ça soit effectivement des éléments qu'on voit en fond, et là je suis en page 89, on est vraiment sur la fin. Ce qui est important en page 90, et voilà, toutes ces images-là, c'est bien, voilà, à partir de là et pour la suite, c'est bien de regarder aussi à la fin, et si tu descends encore un peu, de rester, voilà, sur, je pense que c'est ça, les ressources dans le cadre des recherches, parce qu'on n'en a pas parlé, on est resté sur nos éléments, mais c'est très clair. Quand vous avez des structures de recherche où le titre c'est nanostructure d'ADN active par calcul. Alors si ça ne parle pas aux gens, ça parle, vous inquiétez pas, à l'OPESC, ça parle à des gens effectivement qui sont dans des institutionnels, dans Bien la sûr. recherche et le développement et dans les nouvelles technologies biopharmaceutiques, ces fameux nano, biopharmaceutiques, technologiques, tous ces éléments-là. Il y a le rapport, Virginie en a parlé, Magneron, rapport périodique, Magneron, détournement de voies de signalisation cellulaire avec des nano-actionneurs magnétiques pour des thérapeutiques par cellules souches télécommandées des troubles neurodégénératifs. Je ne vais pas avoir le temps de décomposer ça, mais le titre en lui-même, hein, on est sur de la cellule, on est sur de l'actionneur nano, donc au milliardième magnétique, pour des thérapies, pour des cellules souches télécommandées, et on est sur des troubles neurodégénératifs. Il y a un côté Dr Mengele 2.0 dans l'histoire, non? Non, non, on est sur ce qu'il faut accepter, en fait, c'est le niveau technologique en termes de recherche et développement qui n'est pas ce qui a été mis à disposition du grand public tel que l'on connaît, nos petits portables, nos petits ordinateurs, nos petites voitures hybrides, électriques, etc. Non, 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 la technologie aujourd'hui, c'est de la technologie qui est sur de la nanotech, donc au milliardième, que ça soit Tesla magnétique ou que ça soit ampère électrique, et qu'on est sur de la connexion, et les gens en entendent parler maintenant, cerveau, machine, implant, donc tous ces éléments cybernétiques, cyberbiologiques, ces couplages entre le cerveau, la biologie et la machine. Non, 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 les choses ont vraiment énormément avancé. Il y a des gens qui sont morts pour ça, hein, qui sont morts pour ça, pour avoir dénoncé, de dire attendez, où est-ce qu'on va là? Là, on est, oui, alors, Mengele, non, Frankenstein, oui. Oui, voilà, Frankenstein, oui. Frankenstein alors. Hein. Détection de réponse de spin individuel avec un capteur de photons unique. C'est vrai que ça ne parle pas comme ça, mais franchement, il y a des gens qui, dans le public,
et ne sont pas des institutionnels, mais qui, à travers leur parcours professionnel, parce qu'ils sont ingénieurs, parce qu'ils savent ce que ça signifie un spin, ils savent ce que c'est que ces éléments-là. Et on est, si on se pose tranquillement, et ça prend du temps, en capacité de comprendre qu'on est vraiment sur quelque chose d'infiniment petit et qui jongle avec la matière et qui jongle avec nous, avec notre organisme, et qui a un impact qui est non neutre. Non neutre. Et voilà, transfert de gènes médié par un vecteur de virus associé à l'adénovirus dans l'hémophilie B. Franchement, le titre en soi, au-delà d'être flippant, il parle des translocations, on peut en reparler, voilà, sur des particules persistantes du muscle vers le cerveau. Les choses, elles sont là. C'est pas, comment dire, sont des revues. 2013, on est en 2013, c'est-à-dire c'est des publications. Ça fait déjà 13 ans que c'est comme ça. Et vu l'accélération, les mises de fonds et l'agenda 2030 à respecter, et aujourd'hui l'ouverture, le partage d'informations et la prise de conscience et de connaissance du grand public, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous dit là, c'est ce que, et vous m'avez certainement entendu le dire et répéter, l'adversaire ne veut pas que le grand public sache. Tout ça, c'est des choses que l'adversaire ne veut pas que le grand public sache. Mais grâce au travail que tu fais, à ce que font les gens dans le monde, en France, partout, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de leur dire, regardez là, ne suivez pas le narratif qui vous dit, non, non, ça, c'est n'importe quoi, il ne faut pas y croire, ça n'existe pas, statut lanceur d'alerte, ça n'existe pas, ce que font ces gens, ils sont trop spéciaux, etc. On n'a pas été invisibilisé, censuré, et pour rien. Si tout ce qu'on a mis là n'avait aucun sens, attaquer le système, enfin, dénoncer quelque chose gratuitement, sans aucune source que personne ne peut comprendre, a fortiori dans le grand public, je pense que je n'aurais eu aucune possibilité de pouvoir présenter ce premier dossier sur ta chaîne. Je comprends. Eh bien, écoute, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons terminer cet épisode, 23e épisode. Donc, ça nous permettra d'entamer un prochain dossier pour l'épisode prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que tout est accessible via Dropbox, via le mail de Virginie. Donc, je mettrai tout ça en commentaire épinglé. Donc, merci à toi, Jean-Pierre, pour ces précisions et pour cette pédagogie. Et très bonne soirée à tous. Merci, au revoir.